Yo la team, comment ça va? Écoute, ça va. Normalement, on a Aigri qui va nous rejoindre tout à l'heure. On va commencer l'intro ensemble. Un marché comme d'habitude, j'ai envie de te dire. On se fait un peu chier en ce moment, on va pas se mentir. Ouais. Mais bon, ça fait aussi du bien d'avoir un petit peu de calme. Je pense qu'on a... Enfin, un peu de calme. De quoi je parle? Ouais. De quoi je Pour les parle? prix, c'est assez calme. On a eu un hack de 1,4 milliard. On a Kanye qui se met à la crypto. On a la SEC qui a retiré ses poursuites envers Coinbase et OpenSea. Enfin, on a beaucoup d'actions, je dirais, d'un point de vue fonda, même si c'est pas forcément pour certaines actions ce qu'on aurait espéré. Mais en vrai, il se passe des choses. Mais d'un point de vue prix, je pense qu'il est clair que bon bah ça manque de force. Ça manque de peps. Ouais. Bah, tu vois, la semaine dernière, je parlais de Sonic. Et Sonic, ça bouge. Hein. Ils arrivent à tirer quand même les projecteurs sur eux. Ça se ressent dans le prix, ça se ressent dans la TVL. Les gens qui aiment bien la DeFi, en ce moment, ils vont là-bas et sur Berachain. Donc c'est vrai que nous, comme on n'est pas trop des jeunes DeFi, on est un peu sideline. Mais j'ai l'impression qu'il se passe des choses là-bas quand même. En fait, honnêtement, j'ai pas du tout dit, donc je suis pas ultra renseigné pour parler de ça. Juste d'un point de vue extérieur, moi je suis toujours hyper sceptique en fait sur si c'est quelque chose de très court terme ou en gros globalement on balance de la TVL, les whales se mettent dessus pour essayer de capturer quelque chose, parce qu'au final, si t'as pas beaucoup d'argent à débourser et que c'est proportionnel à ce que tu mets, enfin j'en ai aucune idée, mais imaginons ça. En fait, t'as juste des whales qui déposent de la TVL, qui farment, qui récupèrent, et puis genre au moment de l'airdrop ou un peu après, genre t'as énormément d'activités qui retombent, ce qu'on voit historiquement très régulièrement en crypto. Mais peut-être que cette fois-ci est différent. Bah, en fait, ce qui ferait que ça se passerait ailleurs, c'est d'avoir potentiellement une EVM qui est tendance, donc Monad qui arriverait, ou Mega ETH, ou autre chose, tu vois. Et c'est vrai qu'en ce moment, Sonic, ils ont réussi à bien gérer leurs coûts. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Phantom qui a rebrand et qui a lancé une nouvelle tech, EVM. Et ça nous permet d'avoir une machine virtuelle Ethereum très rapide, très peu chère, avec une capacité à gérer un gros paquet de transactions. Et le live de Capet lag niveau image, non, je pense pas. Bon, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je l'ai perdu. J'aurais pas dû lire le chat, c'est pas grave. Mais en tout cas, tout ça pour dire que... Si, pardon. Apparemment, il y a un nouveau consensus où plus t'as d'activité, et plus il a de capacité à scaler et à réduire le block time, ce qui fait qu'on se retrouve avec des temps de bloc en dessous des 400 millisecondes, donc un truc très rapide. Et c'est intéressant. En fait, c'est un Solana EVM, en fait. C'est ça. Bah, ce que tend à être Monad. Bah non, Eclipse c'est SVM, excuse-moi. Ouais. Mais du coup, Eclipse c'est un peu comme Solayer au final. Bah, Eclipse c'est un layer 2 d'Ethereum. Ok. Alors et Solayer, ils veulent pas du tout s'interconnecter à Ethereum. Ok. Non, ça utiliserait vraiment l'écosystème SVM et Solana. Ok, j'ai confondu, my bad. Excusez-moi, mesdames et messieurs, on s'y perd avec tous ces trucs-là. Merci aux subs, merci à toutes les personnes qui ont sub, notamment à SkylerN pour le 37e mois d'abonnement. Merci aussi à Skos18 pour le 18e mois d'abonnement. Excusez-moi, j'en perds mes mots, mais merci beaucoup. Et puis on est toujours aussi nombreux sur la masterclass, donc merci à tous de nous suivre, ça fait extrêmement plaisir. Toi, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Concrètement, c'était pas trop crypto. Bon, j'ai voyagé, j'étais à Bruges, Amsterdam, je suis repassé par Lyon. Là, je suis de retour par chez moi en ce moment. Et qu'est-ce que je voulais dire? À côté de ça, je regardais un petit peu le climat politique, tu vois, autour de Trump, parce que c'est vrai que Trump, il fait plaisir aux droitards, on va dire, mais d'un autre côté, tu vois, les histoires d'annexion Canada, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, tout ça, c'est pas bon. Et pourquoi je m'y intéresse? Parce qu'historiquement, quand ça pue la guerre, c'est très 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 mauvais pour les marchés. Hein. Souviens-toi. C'est mauvais au début, et puis après, une fois que la guerre est annoncée, en général, les marchés repartent de plus belle. Ouais. Bon, après, c'est pas quelque chose que je souhaite évidemment dans le monde. Hein. Je dis ça avec le sourire d'une perspective de la spéculation, évidemment. Mais après, en fait, le truc, c'est que je me demande à quel point ce qu'il dit est intéressant, ou enfin plutôt à quel point il a de la conviction dans ce qu'il dit et à quel point il veut réaliser ce qu'il dit, parce qu'on a l'habitude de le voir dire beaucoup de choses, de tenter des coups de presse, de tenter plein de trucs genre assez sauvages pour au final, tu vois, peut-être moins faire qu'annoncer. Ouais. Je suis assez sceptique sur tout ça. Mais par contre, on a vu le S&P bien dump, donc je suppose qu'il y a des choses assez intéressantes à surveiller qui ont de l'impact, tu vois, parce que c'est totalement con de réfléchir de cette manière-là quand on s'intéresse pas au marché financier, etc. Mais de mon point de vue, quand un S&P qui réagit fortement, pour le coup, par exemple, à la baisse,
suite à des annonces de Trump. Je donne beaucoup plus de poids à ces paroles et ces annonces-là que quand il se passe rien sur les marchés, parce que les marchés, c'est là où il y a, entre guillemets, des gens skin in the game et qui vont ajuster leur position, leur portfolio en fonction de ça. Donc, s'il y a une réaction du marché, c'est que en soi, ça au minimum des retombées économiques potentielles et Ouais, potentiellement il y a fortes. plein de trucs à comprendre. Il y a plein de trucs à comprendre et je t'avoue que je suis un peu largué dans tout ça. Voilà, j'ai vraiment l'impression que, tu vois, Trump, en fait, il veut montrer à tout le monde c'est l'impérialiste, c'est moi le plus fort, America First et tout. Donc, du coup, bah, t'as le Canada qui commence à se dire, bah, on va peut-être aller plus voir nos copains en Europe. Du côté de l'Europe, bah, c'est plutôt le sujet de l'Ukraine, où on a, en fait, bah, les États-Unis qui dit, c'est bon, l'Europe n'a plus son mot à dire, nous, on va dealer direct avec Poutine et puis on va se partager, bah, déjà le terrain, mais aussi les terres rares. Et puis du côté européen, ça commence à spéculer sur le fait, ok, donc on sait que les États-Unis, on peut plus du tout compter sur eux et que potentiellement l'OTAN, ça va complètement changer. Donc les pays de l'Union européenne vont devoir reprendre vraiment la main sur leur défense. Et qu'est-ce que Poutine va faire? Parce que si on montre à Poutine qu'on est capable de lui laisser du lest, est-ce que demain, tu vois, il a fait Géorgie, il a fait Ukraine, est-ce que demain il va pas aller taper Roumanie, Lituanie, etc. Donc les pays d'Europe de l'Est, ils sont en train de se chier dessus, ce qui est logique, tu vois. Et qu'est-ce que ça va Parce que c'est donner l'entrée de du coup l'Europe aussi, quoi. c'est le monde qui est en train de changer, où on se dit, bah, ceux qu'on pensait être nos alliés ne le sont pas vraiment. Moi, j'ai pas d'avis tranché sur tout ça. J'avoue que j'absorbe l'information et je découvre. Mais c'est vrai que c'est pas très rassurant. J'ai pas l'habitude de dire ça, mais Non, mais on vit dans un drôle de monde. En fait, j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit est en train de changer à une vitesse folle, en fait. Ouais. Tu vois, rien qu'avec l'IA, tu vois, toute la technologie qui se développe, etc. Mais même, tu vois, il y a un peu des paradigmes, des choses fondamentales sur lesquelles on se basait pour analyser le monde qui sont elles-mêmes en train de changer, tu vois. Genre des bases, tu vois, des associations en soi des unions en soi de pays, de forces économiques, etc. Donc moi personnellement, encore une fois, je suis très mal renseigné et je sais pas à quel point tout ça aura un impact sur nous, mais clairement, je vais regarder. Enfin, de plus en plus, je regarde des vidéos sur la politique, la géopolitique, toutes ces choses-là, même par le prisme économique. C'est des choses qui sont toujours utiles d'un point de vue culture générale en fait. Ouais, Et qui, même au-delà de ça, te permettent de comprendre un peu mieux le monde ou de pas te dire, bah, BFM TV a dit ça, donc je dois penser ça, quoi. Enfin, je schématise, mais vous avez l'idée, quoi. Bah, c'est ça, mais c'est surtout que, bah, tous les sons de cloche sont bons à entendre et puis bah faut voir, ça reste de la politique, donc on nous dit et on nous offre un petit peu ce dont on a besoin pour pousser à élire démocratiquement, mais une fois que la personne elle est au pouvoir, bah elle a été élue démocratiquement, donc elle peut faire des folies, tu vois. Et ce que expliquait 7 jours sur Terre, c'est que bah en fait, et enfin on le savait déjà, mais Trump pour le coup a énormément de pouvoir dans son pays parce que contrairement à d'autres démocraties comme la nôtre, bah en fait toutes les personnes, comment dire, au Sénat, au Congrès, etc. C'est surtout des fidèles de lui, quoi, de Trump en fait. Et il limiter les contre-pouvoirs. Il y a un énorme consensus, tu vois. Il y a pas trop de. En fait, il a tellement gagné avec une écrasante majorité il peut faire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que si jamais il y avait comment dire, une opposition plus forte, quoi, dans son propre pays. En tout cas, c'est vrai que niveau crypto, c'est hyper intéressant ce qui se passe. Mais au-delà de la crypto, c'est un autre sujet. Clairement. Et vous les potes, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Moi, j'avoue, bah, je vous explique un peu ce que j'ai fait cette semaine en attendant que vous nous répondiez avec le délai du chat. Mais bah, écoutez, cette semaine, juste on a profité de la vie. Hein. Du coup, j'ai été à Madrid. J'étais voir le match du Real contre City. C'était super bien. Ça m'a permis de visiter Madrid aussi, qui est en soi une ville très très sympa. J'ai vraiment kiffé. Ça m'a donné une vibe de mix entre Paris et Barcelone, moi. Tu sais, t'as des quartiers qui font un peu penser au Marais, t'as une architecture dans certains quartiers qui te font un peu penser à ce qu'on a à Paris dans certains endroits. Et puis même, il y a des schémas, par contre, qui sont super identiques, tu vois, genre que par rapport à Barcelone, tu vois, il y a des endroits, j'ai l'impression que je les avais déjà vus alors que c'était juste Barcelone et Madrid qui se ressemblent pas mal sur certains points, mais j'ai vraiment kiffé et j'en ai profité pour mieux dormir, donc faire de bonnes nuits entières. C'est important de se reposer, reprendre un peu d'activité physique et puis voir un peu d'autres choses que la crypto, tu vois. Genre, je trouve que c'est important de se déconnecter. Et ouais, c'est ça. Donc voilà. Bah surtout que pour ceux qui nous écoutent, en fait, la maladie qu'on a avec ce marché, c'est qu'à partir du moment où on est relativement qu'on survole plus le sujet, on bouffe de l'information de manière totalement boulimique. Et autant la boulimie, elle passe quand le marché est dans le vert et qu'il y a l'euphorie, etc. Mais dès qu'on commence à voir le cirque comme en ce moment,
plus les prix qui suivent pas, ça nous crée un dégoût pas possible du marché et on a tendance justement à s'éloigner un petit peu de son portfolio, de ce qui se passe et tout, et devenir peut-être du coup passif par rapport à ce qui se passe. Parce qu'on se dit, bon, c'est comme d'hab, c'est la merde, ça va rebondir, etc. Donc, c'est bien de faire des breaks, ouais. Je vous invite vraiment à faire des breaks, complètement. Bah, c'est important parce que, en fait, on a tellement la tête dans le guidon qu'on voit beaucoup la vie par le prisme du marché, quoi. Alors que, il y a d'autres choses à faire. Enfin, nous, encore plus que vous. Enfin, peut-être que ça paraît être un faux problème, peut-être pour certaines personnes dans le chat, mais nous, on passe énormément de temps à s'intéresser aux cryptos ou à relayer ce qui se passe en crypto, etc. Donc, on n'y échappe pas trop. Et donc c'est pour ça que le peu de moments où on y échappe, ça fait du bien, quoi. Ça permet de se changer les idées, parce qu'on peut vite vriller, tu vois, avec l'argent qu'on a dans le marché, avec les émotions qu'on peut avoir, avec toute l'information qu'on a sur les réseaux, etc. Enfin, on peut vite. Et en plus, sorti de la crypto, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. En fait, tu vas en parler avec qui? Tes parents, tes potes IRL, tu vois, tu peux pas en parler parce qu'ils en ont rien à secouer et ils suivent pas. Ils en ont rien à foutre. Enfin, même s'ils en avaient quelque chose à foutre, tu pourrais pas vraiment leur en parler parce qu'ils comprendraient pas une partie, enfin, ou même la majorité. Donc voilà. J'ai vu Poulpe en retraite anticipée. Comme je l'ai expliqué, il est pas vraiment en retraite anticipée, il est en retraite des réseaux à la rigueur, mais c'est tout, parce que évidemment il build Hyperswap et il est très impliqué dans l'écosystème Hyperliquid. Mais du coup c'est une fausse retraite. Et la mienne, c'est pas vraiment une retraite. C'est donc il y a juste personne à la retraite là, les gars. Qu'on soit clair. T'as vu les commentaires de la masterclass où il disait ah ouais Picsou qui vend au pire moment. Tu vendras forcément à un mauvais moment. Ouais. C'est en fait tu vendras jamais au moment parfait. Et après encore une fois, on a tous des situations personnelles différentes. En fait, moi ce qui m'a fait parce que, enfin, tu vois, j'ai vraiment expliqué le fond de ma pensée, etc. Tu vois, il y a des gens qui pensent que je me justifie, mais c'est parce que, encore une fois, je veux être clean de A à Z. Donc, autant vous expliquer pourquoi j'achète et pourquoi je vends et quel impact à ma situation personnelle dedans ou pas, quel impact à ma vision du marché ou pas, etc. Mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est le fait que de vendre, tu vois, par exemple, des cryptos qu'on a, j'ai l'impression que ça m'a fait passer instantanément aux yeux de certains pour un traître. C'est-à-dire que vraiment, t'as plus de crypto, donc t'as plus le droit de parler, gros. Genre, je suis en mode, quoi? En plus, t'as toujours des cryptos? C'est le pire. Oui, j'ai toujours des cryptos, évidemment, indirectement, notamment des cryptos qui sont bloqués. Mais c'est fou tu vois, il y a des gens, ils sont vraiment en mode, il a plus de crypto, il est plus légitime pour en parler, c'est un enculé, il est plus des nôtres. Enfin, je suis en mode, les gars, il y a une subette, tu nous parlais d'Hyperliquid et puis tu les as. Mais voilà, mais t'étais malhonnête, mais en fait, j'ai envie de vous dire, on sera forcément cette personne pour quelqu'un à un moment. Enfin, on n'est pas, enfin, moi, j'ai été hyper exposé au marché pendant énormément d'années, et le fait d'avoir sorti des sous, ça m'a mis bien, en fait, tu vois, ça m'a permis de respirer et tout, parce qu'en vrai, sur ce marché, jusqu'à maintenant, pendant très longtemps, j'ai été assez leverage dans le sens où, j'étais très exposé au marché, très actif dans les positions sur les dérivés, avec des nuits courtes, à sortir du contenu, à partager tout de manière transparente, et il y a des gens qui pètent des plombs, donc c'est fou. Mais tout ça pour vous dire que, enfin, ce qui m'arrive à moi d'une certaine manière, dans une petite mesure, hein, c'est pas là pour se plaindre, ça arrivera tôt ou tard aux gens qui nous regardent d'une manière ou d'une autre. Tu vois, tu seras forcément critiqué parce que t'as acheté ou parce que t'as vendu un truc à un moment, etc. Ce qui compte, c'est de prendre les décisions pour vous et les meilleures décisions pour vous, en fait. Et encore une fois, c'est parce que vous prenez une décision que vous prendrez la meilleure, mais ce qui compte, c'est d'être raccord avec celle-ci et de pas vous mettre en danger, quoi. Du coup, tu veux qu'on l'actu, la price action En vrai, on peut commencer par price action un petit peu si tu veux. Très chaud. Pour changer un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Je vais vous partager mon écran. Ok, vous voyez mon écran? D'ailleurs, maintenant que t'as un traître et que t'as plus de crypto, pourquoi tu continues de regarder le prix, si je peux me permettre? Putain, non mais en fait, je sais même pas pourquoi je fais ça, en fait. Je sais même pas pourquoi je m'intéresse à ce marché. Du jour au lendemain, je me suis mis à détester les cryptos. Comment c'est possible? Mais plus sérieusement, du coup, pour vous parler un petit peu du marché, du coup, S&P, on a fait un nouvel ATH et puis on a eu un gros rejet un gros rejet, faut doser. Mais on a eu un dump de 1,7% quasiment sur une journée, donc vendredi. Et je suis assez... Enfin, moi, je pense pas nécessairement qu'on a le top sur les S&P ou quoi que ce soit.
Mais voilà, on a un S&P qui commence à rejeter un petit peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner cette semaine. On a un dollar qui a bien dump, ce qui est historiquement plutôt positif pour les cryptos. J'avais dessiné d'ailleurs ce pattern, tu t'en souviens, pour répliquer un petit peu le schéma qu'on avait eu pré-élection Trump, puis élection Trump. Et pour l'instant, en vrai, ça suit plutôt bien. J'ai aucune idée d'à quel point on suivra le schéma, etc. Mais dans tous les cas, un dollar qui dump, enfin un DXY qui dump, c'est plutôt positif pour les risk-on. Et pour autant, c'est pas quelque chose qu'on a nécessairement vu sur les cryptos, puisque malgré ce dump récent du dollar, en fait, les cryptos ne sont pas du tout appréciés. On a eu en plus de ça un S&P qui a, enfin, on parle court terme les gars, hein, parce que si on dézoome, bon voilà quoi. Même on a eu un S&P qui a fait un ATH et on a les cryptos qui savent pas trop où elles veulent aller. Donc c'est un petit peu ce que j'ai évoqué sur Twitter. Alors donnez-moi un instant. Hop, je vais reprendre mes tweets, comme ça peut être pas mal. Picsou, hop. C'est ce que j'ai expliqué ici, en fait. Pour moi, notamment sur BTC, on est dans un range qui est lui-même dans un range. C'est-à-dire que, en fait, si tu dézoomes, ici, en daily, ou même en weekly, on est dans un range qui est assez simple. C'est-à-dire qu'on a eu l'élection de Trump, on a eu un méga push, et maintenant, on stade plus ou moins entre les 90, 93K et les 105, 107 000 $, tu vois. En soi, le range est vraiment bien défini dans un sens, parce que si tu regardes, même le milieu de range en soi a un impact. Ici, on le voit pas trop. Je vais peut-être le remonter sur mon screen. Mais ici, on voit que même le milieu de range ici nous sert de résistance et que maintenant, on est dans la partie basse du range avec un milieu de range qui nous sert comme résistance. Et ce que j'expliquais, c'est que là, on est vraiment à un moment qui va être assez intéressant, notamment par les données que je montre sur un autre tweet, c'est que la volatilité a énormément baissé. Si tu regardes la volatilité, par exemple, ici, c'est la volatilité 7 jours, on est à 4%, tu vois. Et historiquement, des moments où la volatilité 7 jours sur BTC a été aussi basse, c'est plutôt rare. Hein. Enfin, ça arrive, hein. Et plus on avance dans le temps, plus tu vois que le graphe est assez bas, parce que la volatilité baisse. Mais à chaque fois qu'on arrive proche de ces points-là, c'est le moment où on a vraiment des grosses phases de volatilité ou des gros rebonds. Donc ça, on le voit sur la volatilité 7 jours, mais on le voit aussi sur la volatilité 24 heures. Sur la volatilité 24 heures, on est encore extrêmement bas. Et donc moi, personnellement, je m'attends à ce qu'on ait un regain de volatilité très très soon, parce que c'est assez inhabituel de voir BTC être aussi peu volatile, surtout à ces prix-là, tout simplement. Et comme je l'expliquais, on est dans un range, c'est-à-dire que on a le range dont je vous parlais, qui est entre ces deux bornes ici, et maintenant on est dans une sorte de range intermédiaire qui est celui-ci, donc entre ces deux bornes ici, donc 95 000 à 99 000 pour faire très simple, qui est et où la borne haute du range est tout simplement le milieu de range. Donc en fait, on a une longue consolidation en daily, weekly, et quand on zoome un peu plus, en daily ou même en 4 heures, etc., on est nous-mêmes dans une consolidation qui est placée dans une zone assez idéale. Pourquoi ? Parce que si on est dans une tendance haussière, ce qui est le cas jusqu'à maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Et là, pour le coup, le dernier creux en soi, c'est celui-ci. On a réussi à faire un higher high ici, pas en weekly, mais en daily, si on regarde les clôtures. Et désormais, on se situe dans une zone qui est ce que je considère la zone idéale d'une certaine manière, parce que c'est 61 à 78% de retracement de toute la hausse qu'on a eu ici, qui globalement définit notre range. Et donc, cette zone ici est idéale pour défendre ce bottom-là. Donc, en gros, en weekly, on a plutôt envie de défendre ce low ici. On a envie de garder une dynamique haussière, donc on a envie de faire des creux de plus en plus haut et de faire des sommets de plus en plus haut, donc de continuer cette dynamique ascendante. Et là, actuellement, on est dans une des zones les plus intéressantes pour défendre d'une certaine manière cette tendance si on a envie de le faire. Donc, longue consolidation ici, et moi, je m'attends à ce que, en fait, la cassure de ce range soit assez intéressante, parce que si jamais on casse vers le bas, je pense que ça va nous mener vers le bas de notre range weekly, enfin un peu plus global. Et cette zone ici, on l'a déjà pas mal retesté. Et cette zone ici de ce range intermédiaire, on l'a aussi beaucoup retesté. Donc si jamais on a une cassure ici, ça pourrait réellement accélérer à la baisse. Et donc on aurait quelque chose qui serait assez intéressant et qui pourrait surprendre du monde. Et si on casse par le haut, la question c'est jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on va finir par faire une consolidation plus prolongée? Dans tous les cas, en fait, moi, mon take par rapport à ça, c'est que, en fait, j'ai pas envie de hold dans ce range, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas envie de hold dans cette consolidation. Et moi, ce qui m'arrangerait, évidemment, le marché n'est pas là pour m'arranger, hein. Mais par exemple, si je voulais rentrer dans le marché, si jamais on avait une grosse panique ou un truc un peu fort, tu vois, genre, j'en sais rien, dans cette zone, ça pourrait être assez intéressant. Ou si jamais on avait une consolidation qui était plus longue, qui était plus construite et qu'on commençait à pousser vers le haut, là, je pourrais racheter le haut de range un peu plus facilement pour me dire, OK, je dézoome. BTC, il a fait quoi? Il a fait une hausse
une consolidation, une hausse, une consolidation, une hausse, une consolidation. Dans tous les cas, j'ai pas forcément envie de hold cette longue consolidation, qui est d'ailleurs ici était éternelle, qui ici était aussi extrêmement chiante, et ici on n'a aucune idée, mais bref. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est essayer de se positionner soit dans des moments de panique, un peu ici quand on a salement retracé quand même, et où on reteste un prix intéressant, soit au moment où en fait on casse le range par le haut, donc on prend une vraie décision. Ici c'était avec Trump, ici c'était avec le lancement des ETF, d'ailleurs on a mis une autre consolidation. Donc, comme vous le voyez, on passe de phase haussière à une phase de range, phase haussière, phase de range, phase haussière, phase de range, phase haussière, phase de range. Donc, en soi, on a une montée qui est beaucoup plus construite, je dirais, que les précédents cycles. Et donc, moi, je m'appuie sur ça pour me dire, écoutez, moi, ce range, j'ai pas nécessairement envie de le hold. On va attendre. On peut avoir un pic de volatilité dans les prochains jours. Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi je m'attends. Et si jamais on recasse par le haut ce range, pourquoi pas me repositionner, ou dans le cas où on a quelque chose d'un peu plus hardcore, comme ce range ici, d'une certaine manière, on a eu des petits excès à la baisse, donc ça pourrait être un truc, j'en sais rien, comme ça. À ce moment-là, pourquoi pas essayer de reprendre de l'exposition. Mais voilà, en tout cas, personnellement, je suis no stress, je patiente, et en soi, honnêtement, on va pas se mentir, en weekly, dans ces ranges-là, il s'est pas passé grand-chose, hein. Que ce soit là, là, c'était beaucoup plus court et il y avait les ETF, puis ici, en soi, il s'est pas passé grand-chose, donc moi, personnellement, je patiente, et puis on verra bien. Donc en soi, rien d'effrayant sur BTC, pour autant rien de ultra méga bullish à mon sens. Juste on range et on va patienter quoi. Sur Ether, avant Ether, est-ce que pour les gens qui nous écoutent et qui se disent j'aimerais bien rentrer dans Bitcoin, si jamais on allait sur des niveaux plus bas, tu tracerais quelle zone? Je les ai tracés tout à l'heure justement, je crois. Ouais. Pour moi, en soi, personnellement, acheter ce niveau vert, donc ce bad range pour être simple en weekly, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, les niveaux, et ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, on est monté tellement vite de 71 000 à là où on est maintenant que en fait, on n'a pas de repère graphique. Donc, on va devoir se reposer soit sur des retracements Fibo, soit sur des niveaux qui sont extrêmement loin. Mais les endroits qui me donneraient envie de bid, alors, ce qui me donnerait envie de bid, ce serait pas ici, mais ce serait soit si on a une consolidation un peu plus longue, et qu'on commence à casser vers le haut, là, je me replace, tu vois. Si jamais on va plus bas, à ce moment-là, moi, j'aimerais vraiment bien voir les 85 000, 87 000 tenir, correspondent aux 38% de retracement de toute la hausse depuis les 50 000 $. Donc ça, c'est une zone assez intéressante. Et puis ensuite, si jamais on devait en arriver là, le retest plus ou moins du précédent all-time high, qui correspond aux 38% de retracement de toute la hausse ici. Et techniquement, du dernier niveau weekly qu'on a sur la chart. En réalité, si tu regardes ce graphique-là, on n'a pas 10 000 niveaux en weekly. T'as ce niveau ici, et globalement, entre ici et ici, il n'y a rien. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est à la limite un retest de ces 38% et on reclaim le range dans lequel on était. Ça, ce serait pour moi un premier élément bullish. Est-ce que j'ai envie d'acheter ici à l'aveugle ? Je sais pas, ça dépendra des conditions de marché, du contexte, etc. Et dans le cas où on va plus bas, là, je biderai les yeux fermés cette zone, dans tous les cas, je pense. Mais voilà. On reviendrait sur les niveaux de production. Donc, si j'avais vraiment envie d'acheter, et en vrai, cette question, je me la pose à moi-même d'une certaine manière dans ce stream, c'est si jamais on avait une consolidation un peu plus longue et qu'on commençait à péter à la hausse, je pense que je rentrerais. Faut que je puisse bien encadrer mon risque, mais c'est l'idée. Soit j'ai un petit retest de ces niveaux ici des 38% et derrière on récupère le range. Là, ce serait un moment assez actionnable et assez intéressant que je pourrais encadrer mon risque parce qu'en fait, je pourrais me dire, on a récupéré ce support, on le réutilise en tant que support où on n'est pas très loin. Je mets mon SL en dessous et je vise plus haut, tu vois. Le problème, c'est que, donc soit ça, soit genre on a vraiment un truc de fou et là, genre je bide les yeux fermés. Mais le problème, c'est que ici, si j'achète, imaginons, je suis un mec, je veux acheter ici, mon invalidation, je la mets où? Je la mets là. Pas très satisfaisant parce qu'on peut aller là et ça changerait pas grand chose. On pourrait avoir une énième chasse, on pourrait faire ça. Mon invalidation, elle serait pas vraiment bonne. Mettre mon SL là non plus, mettre mon SL là non plus. Et ensuite, en dessous, on n'a pas vraiment de niveau repère, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis assez partisan soit d'une consolidation plus longue, soit d'un peu de volatilité dans un sens ou dans l'autre pour derrière encadrer quelque chose. Mais là, actuellement, tu t'assois sur tes mains et t'attends. Actuellement, le play voudrait que tu défendes ce low ici en faisant un higher low weekly et en repartant d'ici. Mais
j'ai pas envie de mettre mon SL ici en fait. Enfin, mettre mon SL ici, je sais pas, enfin, pas trop chaud quoi. Donc j'ai pas de conviction forte en fait. Ce qui était le cas tout le long du bull run en vrai. Tout le long du bull run, j'avais des convictions qui étaient assez fortes. Mais là, pour l'instant, je m'assois sur mes mains et je fais pas grand chose honnêtement. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est de regarder les EMA, notamment sur des grosses time frames. Tu vois qu'en weekly elles font beaucoup le café, tu vois. En vrai, tant qu'on les tient, ça va. Ici, on s'est fait une petite peur, mais voilà. Mais les EMA ultimes que j'utilise pour lead le bull market, c'est les EMA 2 semaines. Elles étaient plutôt efficaces sur les différents cycles. Et pour l'instant, on est toujours au-dessus. Par contre, si tu regardes en plus basse time frame, en 3 jours, on a croisé à la baisse. En tout cas, on va croiser à la baisse et le prix est en dessous. En daily, on est en dessous. En 12 heures, on est en dessous. Donc en fait, t'as un mélange de time frame où, en fait, sur les grosses time frames, donc weekly, mensuel, etc., on n'a pas enfin, les biais sont toujours bullish. Enfin, ces EMA sont toujours croisés à la hausse et c'est toujours bullish et elles servent toujours de support. Mais en plus petit time frame, t'as quelque chose de différent. Et donc, idéalement, si tu veux avoir tous les feux au vert, en fait, t'as envie d'avoir à la fois les EMA, donc tes biais court terme, qui sont alignés avec tes biais moyen et long terme. Et c'est là où, en fait, tu mets le plus de chances de ton côté, tu vois. Tout comme dans une tendance baissière. Si t'as tes EMA qui sont croisés à la baisse en weekly et que en daily, c'est aussi le cas et qu'en 4 heures, c'est aussi le cas, tes probabilités que tu fasses de l'argent en étant short sont bien plus supérieures à celles en long. Et c'est dans ces conditions-là où t'as un biais qui est le même, peu importe la time frame, où tu peux avoir de grosses convictions et prendre des positions plus facilement. Là, on est un peu dans un mix, puisqu'en fait, en soi, on est dans un range, quoi. Ouais, faut peut-être attendre que ça consolide un peu plus pour que sur les grosses time frames, tu vois les EMA qui se rapprochent de plus en plus. Ouais. Parce que là, il y a quand même un gros décalage. Plus tu augmentes la time frame et plus le décalage, il est violent. Ouais, c'est normal parce que, genre, vu que c'est du mensuel, ça lag et c'est des gros mouvements, tu vois. Et en vrai, quand tu te mets sur les grosses time frames, ça te donne des signaux avec du délai, mais plus tu augmentes la time frame, plus t'as du délai, plus t'as du lag, quoi. Donc c'est à toi de concilier, tu vois, genre le daily, le 4 heures, le weekly, le mensuel, tous ensemble pour prendre des meilleures décisions, quoi. Mais voilà, donc pour l'instant, juste une consolidation après une phase ascendante. C'est à peu près ce qu'on a vu déjà 3 ou 4 fois ce cycle-là. En soi, rien de très bearish, rien de très bullish. Petite note, alors je l'ai fait remarquer sur Twitter, c'est pas grand-chose, hein. Mais sur les 20 derniers jours à peu près, on a eu pas mal d'outflow, donc d'argent qui sort des ETF. Ça reste minuscule par rapport à ce qui est rentré, ok. Et historiquement, c'est au moment des sorties qu'on pose les bottoms, donc voilà. Mais je surveille ça, tu vois. On sait jamais. Du côté de ETH sur les ETF, ça a pas trop bougé honnêtement. Ouais. C'est vraiment flat. Je pense que tu le vois ici. Là, c'est vraiment flat, quoi. Il se passe rien, quoi. Donc voilà. Et graphiquement, d'un point de vue Ethereum, j'ai peut-être un meilleur graphe pour l'instant. Ouais, c'est ce graphe-là. Pour moi, les seuls niveaux à regarder en weekly, c'est ce niveau rouge ici, qui est pour moi, si on le break, c'est ATH et c'est all season et tout ce que vous voulez. Ce niveau vert qu'il faut absolument tenir, à mon sens, donc on a envie de voir tenir, récupérer avec la reload zone acheteuse. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de défendre cette tendance haussière avec des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Et si jamais, tu vois, on commençait à clôturer sous ces lows ici, on pourrait argumenter que la tendance weekly ou même mensuelle aurait changé, tu vois, ou pourrait changer. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et même en mensuel, là, vu comment c'est parti, on risque de tenir ce niveau et tout, avec une grosse mèche, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, je surveille ça. On est en train de retester ce niveau de support ici en tant que résistance, à voir si on arrive à le flip à nouveau. Mais dans tous les cas, je pense que la décision revient plus ou moins à BTC, même si ETH, ces derniers jours, même après le hack de Bybit, monte des forces. Ouais. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a une perte de vitesse sur la narrative Solana, ou parce qu'il y a des gens qui doivent racheter des Ethers, parce que, notamment Bybit, parce qu'ils doivent rembourser leurs clients d'une certaine manière, même si de ce que j'ai compris, ils ont fait des emprunts à plusieurs acteurs crypto pour pouvoir rembourser les Ethers directement. Pour pouvoir leur permettre de sortir sans problème. Ouais. Parce qu'ils doivent peut-être qu'ils font travailler des fonds, enfin je sais pas. Mais la question c'est, si jamais on te prête des Ethers pour rembourser tes clients, genre tu vas devoir le rembourser aux gens qui t'ont prêté de l'argent. Donc les gens qui t'ont prêté, tu les rembourses en dollars ou tu les rembourses en Ethers. Non, ils ont pas les Ethers suffisants. Hein. Ils se sont fait vider tout leur wallet Ethereum. Hein. D'accord, ok. Leur cold wallet Ethereum de ce que j'ai lu sur Bybit. Ok. Corrigez-moi dans le chat, hein, mais moi c'est ce que j'ai lu.
du coup, je sais pas. Mais en tout cas, pour Ether, ouais, déjà, d'un point de vue purement idéologique, le prix, il est intéressant. Parce qu'il y a toujours v'là les gens qui se disent Ether, mécaniquement, ça ira beaucoup plus haut plus tard parce qu'il y a quand même beaucoup de convaincus. C'est vrai que Solana, avec l'effet récent, c'est un peu moins hype. En plus, t'as le déblocage de quasiment 2 milliards de dollars de sol qui arrive sous peu. Et puis, on voit que la fondation se bouge un peu le cul, qu'il y a des initiatives pour faciliter l'interopérabilité, faire évoluer le Layer 1 et tout. Donc, peut-être que Ether est un peu sur la sellette historiquement, mais que là, t'as des signaux qui sont positifs. Il y a Babit qui a fait plusieurs achats de TH en ETC, j'ai lu ça, sachant que de base ils ont dit qu'ils rachèteraient pas les Ethers, mais de toute façon ils pouvaient pas dire qu'ils allaient racheter de l'Ether, parce que s'ils le font, ils font monter le prix, et donc s'ils font monter le prix, c'est-à-dire qu'ils rachètent, c'est-à-dire que en gros le trou qui a été causé, il leur coûte de plus en plus cher. Ouais. Donc, ils ont presque intérêt que Ether dump pour pouvoir rembourser plus facilement leurs clients, je suppose, ou payer les emprunts plus facilement aux gens qui leur ont prêté de l'Ether. À voir, mais en tout cas, Ether tient relativement. Après, voilà, il va falloir flip cette zone verte ici en weekly en tant que support et pas réutiliser ce niveau en tant que résistance, ce serait assez terrible. Et après, ce message, excuse-moi, tu peux expliquer comment un gros acteur peut détenir 400K de TH sur un même wallet? Franchement, je trouve ça ouf aussi. Le fait que y ait autant de concentré. Ouais, mais avec Coinbase Prime et tout le reste, c'est plus ou moins pareil. Non, en fait, c'est juste que c'est des cold wallets. C'est des wallets qui ne sont pas connectés à Internet avec des énormes multisigs, etc. quoi. Tu peux scaler ça. Mais réfléchis. Quel est l'intérêt d'avoir, en gros, soit t'as un big wallet, soit t'as plein de petits wallets. Mais si c'est les mêmes gens qui signent plein de petits wallets, la sécurité est la même pour le gros wallet ou tous les petits wallets. Donc en gros, tous les petits wallets feraient aussi drain. Parce que c'est les mêmes personnes qui y donnent accès. Là, dans ce cas précis, c'est un espèce de spoofing d'interface. Donc ils ont fait le vol d'un coup. Si tu scales sur plein de wallets, tu limites quand même la possibilité. Parce que si regarde, s'ils avaient eu plein de petits wallets, juste le hacker, il aurait pas drain instant, ils auraient attendu que tout soit signé et ensuite ils auraient drain. Non, quoique le contrat envoyait directement ça envoyait directement l'argent sur leur wallet, donc ils s'en seraient rendu compte. C'est ça. C'est pas normal. MicroStrategy, etc., ils ont tous des big wallets, ils sont pas en plein de petits wallets. Je sais pas comment ça se passe dans leur cas. Et après, il faut que tu te dises que c'est 1/20 de leur réserve, donc c'est pas, oui, non, mais un big wallet pour nous, tu vois, je sais pas à quel point diviser ça dans plein de wallets, ça augmenterait ou pas la sécurité, en fait. Moi, je pense que c'est juste que c'était plus pratique pour eux de fonctionner comme ça et qu'ils ont choisi le côté pratique par rapport, je sais pas, limiter en fait les actions on-chain, tu vois, avoir une seule transaction, parce que peut-être que quand ça a plein de petits wallets et donc plein de petites transactions, ça complexifie certaines choses, niveau compta, etc., et que c'est un équilibre à trouver. Et je pense qu'ils ont choisi la facilité. Ils ne s'en sont pas rendus compte dessus. En fait, j'ai regardé l'explication complète. En fait, en gros, ils utilisent Safe, qui était auparavant Gnosis, qui est une solution, Safe Global, qui est une solution qui t'aide à custody tes assets, notamment sur Ethereum. Et en fait, au lieu que l'argent soit dans un wallet, en réalité, il est plus ou moins dans un smart contract, de ce que je comprends. Ouais. Et donc, en fait, via leur interface et Safe Global, ils ont un multisig qui est en place et qui, lui, décide de s'ils veulent, utiliser les fonds ou pas et les envoyer à des gens ou pas. Et en fait, dans la transaction multisig, je sais plus si c'était 5 transactions ou 3, le dernier signeur, on lui a affiché un code qui était illisible, qui était le CEO, le dernier signer. Et en fait, dans ce code-là, ça changeait. J'avais épinglé un truc. Ça changeait, la logique du smart contract. Exactement. Et notamment, en fait, ça utilisait une fonction delegate. Voilà. Et du coup, la main sur le contrat. C'est ça. Donc sur les fonds. Exactement. Donc, et a priori, ils disent qu'ils sont pas fait hacker des devices, mais. Non, le problème vient de Safe. Ah bon? Et de ce que j'ai compris, non? Je crois pas. Safe, on dit qu'ils avaient eu aucun incident, rien n'a été compromis chez eux. Ouais, je l'ai vu ça. Mais au même titre que, tu vois, du côté de Ledger, ils disent qu'il y a rien, mais il y a forcément. Parce qu'en fait, mais sur le Ledger en soi, c'est juste qu'ils étaient c'était pas du blind signing, mais genre c'est en mode ça t'affiche des trucs qui sont illisibles, incompréhensibles quoi. Et du coup, je sais pas s'ils ont signé trop rapidement ou si c'est un ordinateur qui a infecté ce qui était. Je crois que c'était ça, c'est le front-end qui était affiché différemment parce que des ordinateurs étaient infectés du côté de la team Bybit, je suppose. Ouais, moi de ce que j'en ai compris, et désolé, on maîtrise pas, parce que
j'étais pas suffisamment sur le PC pour creuser, mais en gros, sur le Ledger, t'avais l'adresse, quoi. Sur leur interface côté PC, t'avais ce qu'il faut, donc ils se sont dit, bah, c'est bon, en fait, j'ai la même chose des deux côtés. Sauf qu'au final, bah, non, c'était pas bon, quoi. Donc c'est une sorte. Et il n'y avait pas d'adresse affichée sur Ledger, c'était un code illisible qui représentait ce que le smart contract allait faire, plus ou moins, de ce que j'ai compris. Ah ouais? Il n'y avait pas d'adresse claire affichée sur le Ledger. Okay. Parce que c'est un smart contract et c'est pas genre juste une opération saine basique. Ouais, mais quand tu fais un espèce de blind signing, tu sais, ça te met une signature, quoi, que tu peux regarder des deux côtés et comparer les signatures. Donc eux, ils ont comparé, ils ont vu la même humaine chose. dans tous les cas. Ouais, c'est une erreur humaine, ouais. Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que bah pour moi du côté d'Ether, il y a pas grand chose à dire. Si ce n'est qu'il est relativement faible, mais pour l'instant qui se tient entre mes deux niveaux weekly, à savoir le vert et le rouge, ouais. Et qui se maintient dans cette reload zone qui est importante à tenir pour défendre la tendance de fond. Le problème, c'est que, enfin, je pense pas qu'on est parti pour ça, hein, honnêtement. Mais imaginons on perd ce niveau, du coup, parce qu'on perd la traîne, tu vends, mais du coup, tu vends déjà à moins 50% depuis la TH de ce cycle, enfin, depuis le sommet de ce cycle. Et derrière, tu vends pour arriver dans une zone de rechargement long terme aussi sur Ether. Donc, en fait, t'es juste cook, en fait. Elle est difficile à... En fait, ton invalidation, techniquement, ce serait probablement par là, parce que si jamais on retourne sur solo, t'es vraiment cook. Mais est-ce que t'as envie d'être invalidé dans une reload zone acheteuse long terme, à savoir celle-ci pour défendre le bottom, compliqué quoi. Donc voilà, bon, personnellement j'ai pas d'Ether ni de BTC ni de tout le reste et on va voir. On va voir ce qui se passe du côté de BTC surtout dans ce range là. J'ai regardé aussi Hype. Hype honnêtement c'est juste genre un big range où il se passe pas grand chose. Je pense qu'on peut même argumenter que ce range en fait qui ressemble à ça plutôt que genre ça. Donc genre en big range entre disons les $27 et les $20. On a eu un peu une dynamique haussière justement ici. Moi je pense que le plus safe reste d'attendre qu'on break par ici pour vraiment se dire ok on enchaîne et avoir un setup clean, tu vois, genre par exemple qu'on marque un W ici, qu'on défende ces lows ici en daily et qu'on reparte. Je pense qu'un bon premier signal, ce serait qu'on clôture au-dessus de 25,5, 26 en daily. Mais même en achetant ici, on achèterait avant la cassure du range, donc c'est un peu plus dangereux. Donc peut-être attendre ici pour peut-être acheter avec un SLA et viser un ATH. Mais voilà, personnellement, je ne touche à rien pour l'instant. Et il y a rien de pressé de mon côté, quoi. Il y a aussi d'autres cryptos qui sont revenus à des endroits assez intéressants à mon sens, comme Doge. Doge, on a retesté ce gros niveau ici, qui servait de support le dernier cycle, et qui a servi de résistance ce cycle. Et donc, qu'on est en train de retester en tant que support. Pour moi, cette zone, elle est intéressante pour une raison, surtout au mensuel, hein, mais c'est parce que, en fait, si jamais on croit en Doge pour la suite du cycle, on a globalement ici la zone idéale pour défendre ce cycle, et les lots de ce cycle, dans le sens où tu pourrais très bien acheter dans cette box ici, mettre ton SL ici, et viser soit un nouveau high, soit un truc intermédiaire, mais c'est là où t'as le meilleur risque ratio, enfin t'as le meilleur ratio, excusez-moi, risque-récompense entre globalement t'as le meilleur risque, enfin c'est là où t'as le plus petit risque par rapport à ce que tu peux gagner, tout simplement. Je me suis perdu totalement, désolé, mais voilà, pour moi c'est une des localisations idéales sur Doge. On verra si ça tient. Personnellement j'en ai pas, mais voilà. BNB c'est bien maintenu aussi par rapport au reste du marché, dans le sens où en mensuel, on a fait un nouvel ATH, et pour l'instant on défend ici cette précédente résistance en tant que support. Donc on va voir si ça tient ou pas. Je peux me permettre vas-y. de mettre BNB versus ETH. Ouais, c'est une boucherie, je pense. Pourquoi acheter de l'ETH quand BNB existe? Et pourquoi acheter du BNB quand Hype existe? Mec qui n'en finit jamais. Non, mais c'est vrai que BNB se comporte bien par rapport au reste du marché. Après, j'ai envie de dire que les coins très bien, on va dire les coins très distribués, non manipulés, évidemment, se comportent pas particulièrement bien. On peut le voir avec BNB. Non, mais plus sérieusement, de toute façon, l'argent n'a pas d'odeur dans ce sens. Tu vois, genre, enfin, juste BNB, ça performe, ça tient. Après, il a toujours tenu. Est-ce que c'est par les utilités? Est-ce que c'est parce que la team contrôle beaucoup du supply? Est-ce que, enfin, je sais pas, mais en tout cas, BNB, historiquement, ça a toujours été un bon hold. Mais voilà, assez intéressant. Pour autant, là, il y a vraiment rien qui me donne envie de in. Mais si jamais on a un BTC bullish et un BNB qui revient retester vers ici, je pense que ça
fait une bonne opportunité parce que ici, avec cette mèche, on a absolument tout chassé. Bon, il reste ça, mais ça va encore. Donc, si jamais on avait une petite structure et on récupérait ce support-là, pourquoi pas essayer de jouer le play et nouvelle ATH et poursuite de la tendance. Mais pour l'instant, je suis pas trop dans ça. AV, il a bien retracé aussi. Et en soi, on s'approche de la reload zone de cette hausse. Donc 61-70% de retracement de toute la hausse qu'on a ici. Si jamais on a un AV qui se retrouve plus ou moins dans cette zone ici, je serais chaud d'acheter. Ou si jamais on a une consolidation un peu intermédiaire, là, j'ai pas trop envie d'acheter ici. Mais ça fait partie des trucs que je surveille bien, quoi. Parce qu'ici, on a un support assez sympa. On l'a utilisé en tant que résistance. Donc, si jamais on a un peu de calculation ou de panique dans cette zone ici, ça pourrait être assez bien pour défendre les lots de ce cycle et poursuivre cette tendance haussière, je sais pas. Un peu comme Doge dans un registre différent, mais graphiquement, vous avez l'idée. On consolide longtemps, on pump super fort, beaucoup de hype, les gens FOMO. Ensuite, on les fait capturer. Et au final, on les fait capturer dans une zone idéale pour la poursuite, enfin, pour la suite du cycle, si jamais on y croit et qu'on est bullish, quoi. Donc, après, il y a Ondo aussi. Ondo, j'ai vu, ça tire un peu la gueule. Ça c'est pas mal hype parce qu'il y avait une conférence et Ondo Global Markets de mémoire. C'est ça. Après, voilà. Après, en soi, on va arriver dans une zone assez idéale aussi. On y est même déjà. En fait, quasiment tous les alts, tu vois, enfin, tous, non, n'importe quoi. T'as v'là les alts qui ont fait moins 50% depuis leur top local. Même Morpho a fait diviser par 2. BNB, c'est le seul à tenir. Doge a fait diviser par 2. AV a fait diviser par 2. T'as LTC qui est un peu le fou du bus qui se maintient, qui a réussi à me spéculation ETF, ouais. Mais ouais. Pour moi, en vrai, LTC, ça fait partie des seuls qui tiennent beaucoup. Hein. Je pense qu'on peut regarder même sur les 7 derniers jours qu'est-ce qui a bien performé. Story. Sonic, que des trucs un peu nouveaux. BitTensor aussi, j'ai vu, ça tient bien. Ouais, parce que t'as les DTAO là. Ouais. J'ai vu ça. Si je devais imaginer un trade sur Tao, ce serait prendre un truc du style, mais moi j'aimerais bien le choper dans cette zone-là, quoi. Si je devais me positionner, mais pour l'instant j'y suis pas du tout. Et je pense pas que je me réexposerais du marché par Tao si je devais le faire. Mais en tout cas, il faut le dire, il tient, tu vois. En tout cas, il tient une certaine dynamique et il s'est pas explosé au sol, contrairement à d'autres. Mais on a pris un divisé par 3 quand même. entre ici et ici, il y a un divisé par 3. C'est pour ça qu'on nous parle de range. Genre, en vrai, en macro, genre, oui, on a un range. Mais le range, ici, t'as un x4 et t'as un divisé par 4, plus ou moins, selon l'endroit où tu le regardes, quoi. Faut un x3, quoi. Moi, j'ai jamais acheté de TAO, pour ceux qui demandent dans le chat. Et je pense qu'au final, le plus gros point de friction, c'est que maintenant, je fais tout on-chain. Je mets plus les pieds sur les exchanges. Et c'est vrai que les wallets de l'écosystème Polkadot, on souffle très fort. Voilà. Même si ce wallet, c'est pas mal, ça me casse les couilles, en fait. Tout simplement. On me dit OM Mantra ATH ce matin. Bah, tu te souviens qu'Apet, j'en avais parlé. Alors j'ai pas in, j'en ai pas, enfin j'ai pas in pour autant, hein, mais tu te souviens au premier pump, après cette consolidation, enfin le premier pump récent, après cette consolidation, je vous disais que c'était un truc à clairement surveiller et au final ça a été un des top performers ces dernières semaines. Donc assez intéressant. Et puis après le reste c'est un peu amorphe. Il y a Sei aussi qui se réveille. J'ai du mal à y croire. Ouais non. Petit réveil. Hein. réveil compliqué là. Il se réveille une chute le ref. Et Celestia qui reprend un peu dans cette narrative data availability en mode bon bah dans tous les cas on aura besoin de solutions comme ça si jamais on veut scaler notamment avec des méga ETH etc. Même si beaucoup utilisaient Gundy. En fait, les gens sur TIA se sont dit, il va se passer là les trucs, et au final, il se passe des choses, mais des gens qui exploitent TIA sont peu nombreux. Eigen, c'est pareil. Eigen, pour moi, techniquement, c'est de la frappe, c'est Ethereum Align, patati patata, mais on voit pas le fruit de l'utilité. Bah, la narrative risk-taking a pas du tout pris, en fait. Bah oui, parce que t'as pas d'app, tu vois. T'as aucune app. Enfin, t'en as, mais il n'y a pas d'activité dessus. Mais après, putain, ça fait bizarre de voir Eigen 170e, quoi. Vu la place que ça a d'un point de vue data availability avec Eigen d'hier, vu la narrative du risk-taking et tout, c'est choquant un peu. Donc voilà. Et après, bah franchement, pas grand-chose d'intéressant. Hein. On parle de Inge, mais bon, voilà quoi. En vrai, Inge, il est sur une localisation assez intéressante quand même. En mensuel, mais on reteste le précédent ATH et en plus de ça, on est en zone de rechargement.
Mais tout est faible en fait. Je préfère largement acheter genre une consolidation ici, un rebond. Après, davantage de confirmation qu'à acheter ici. Mais en soi, d'un point de vue long terme, c'est pas dégueu. Après, tout va dépendre encore une fois de BTC. Aptos, c'est en galère. Toutes les altes à 2-3 tout, hein. près en fait. Hein. Uni a même pas. Uni, son cycle, ça a été quand même. Il a fait un x5 depuis le bottom, mais on est tellement loin des plus hauts. Tellement de trucs qui ont nuke, c'est une folie. Même les renders, les NIR, tout. Bah, l'IA, ça a bien fondu. Les agents IA, j'en parle même pas. Et tout ce qui est Layer 1, en fait, alternatif, pareil, hein, c'est calmos. Enfin, tout a divisé par 2 depuis le top local. De toute façon, on le sait, c'est un peu moins de divisé par 2 parce qu'il y a quand même de la demande. D'ailleurs, c'est peut-être un signe positif. Moi, je suis pas trop intéressé d'acheter celui-ci, mais si on a davantage de consolidation, un truc où je peux encadrer un trade, pourquoi pas, là, je peux juste rien encadrer, genre. Comme j'expliquais, je peux pas ici, mettre un SL ici, vu que les deux SL sont super proches. Enfin, les deux lots sont super proches et que ça m'invaliderait pas vraiment puisqu'on pourrait très bien faire ça et repartir. Mettre mon SL ici, ça fait un SL qui est super loin. Donc voilà, moi je vais juste donner du temps à tout ça en fait. Peut-être que je suis à côté de la plaque, mais j'ai vraiment le sentiment que genre il y a pas d'urgence en fait. Genre je pense que et on le voit aussi à la charte de BTC dans un sens où bah en fait juste on range sur BTC et historiquement, les derniers ranges n'ont pas vraiment permis aux alts d'exploser non plus, quoi. Non, la tendance, elle est pas du tout aux alts. Mais bon, on le sait déjà, c'est tout simplement parce que Ether manque de force et qu'il faudrait qu'Ether, il pète les 4000 pour que ça envoie un signal. Ouais. Si tu regardes les alts vs BTC, on en est là, tu vois. Genre, on a vraiment perdu Enfin, c'est fou, quoi. Même le total 3 divisé par BTC, ça fait quasiment 2 ans qu'on en est au même point. Genre, mais voilà, ça peut revenir de très BTC vite. Hein. Et les alts sont jamais appréciés. Mais oui, ça peut revenir très vite. Mais pour moi, ça peut revenir qu'à une condition, c'est Ether. Ether. Il faut qu'Ether performe. Donc voilà. Mais en soi, voilà. Personnellement, je suis désolé de vous ennuyer, les potes, mais franchement, rien d'intéressant. Juste, on est dans un range sur BTC, les alts font caca dessus. Et un peu d'incertitude d'un point de vue macro, mais... Bah, il faut qu'Ether, il relance son prime, et le truc, c'est qu'historiquement, les grosses mises à jour d'Ether, genre EIP 1559 ou The Merge, c'était des trucs où les gens, ils spéculaient à mort dessus, avant, pendant, après... Là, les gens, Ethereum Pectra, ils en ont rien à branler. Parce qu'en fait, Ethereum Pectra, ça leur dit juste, oui, ça va simplifier un peu l'expérience utilisateur. Ça va permettre au roll-up d'être plus performant. Mais les gens s'en branlent. Donc, d'un point de vue sur Sol. Bah, Sol, j'ai tweeté un petit peu ce que je pensais. Je vais vous le remettre ici. Sol, du coup, pour vous montrer un peu le graphique. Ce que j'expliquais, en fait, genre, étonnamment, là, Sol est en train de perdre les 38% de retracement en weekly de toute la hausse depuis le début du cycle. Depuis le bottom, ces 38% ont toujours été tenus en tant que support. Et là, ça semble pas le cas. Alors, évidemment, on n'a pas clôturé en weekly, mais pour moi, c'est un début de faiblesse. Et voilà, ce que j'ai expliqué, c'est la première fois qu'on perd ce niveau depuis 2022-2023. Et moi, il y a deux choses qui m'intéressent. Soit on récupère les 38%, donc autour des 185 en tant que support, et on consolide dessus. À ce moment-là, pourquoi pas faire une entrée, vu que on est quand même à un point assez intéressant pour défendre le dernier lot à 130, et donc garder cette dynamique positive en weekly. Soit je vais acheter de la peur et de la panique dans cette zone bleue, mais en fait, l'entre-deux m'intéresse que peu. Et sur Solana, on a eu quand même un président des États-Unis qui a lancé son meme coin. Va falloir faire beaucoup de choses pour que ça pour que ça reprenne de la hype. Il va falloir un BTC en bonne forme. Il va falloir que ça délivre encore d'un point de vue fonda tech. Et peut-être qu'il y ait autre chose que les meme coins qui se développent dessus, sauf si ça doit être la meme coin chain, je sais pas. Mais moi, encore une fois, je suis pas pressé. Moi, j'attendrai soit un peu de force et on récupère les 38%, on trouve cette zone des 185, 200 en tant que support et on construit dessus. À ce moment-là, on me donne un setup où je peux encadrer mon trade, me dire ça c'est un point d'invalidation, ça c'est mon point de TP et je rentre. Actuellement, j'ai pas vraiment ça. Enfin, en tout cas, ce serait beaucoup dans de l'anticipation et je suis hors du marché, donc ça m'intéresse peu. Et si jamais on panique vraiment plus bas, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je suis pas pressé encore une fois sur Solana. Et j'ai expliqué ça aussi ici. Ouais, comme quoi, jamais. Hein. Moi, je suis sorti de Solana à $180 suite au live de la semaine dernière. Je l'ai décaissé. Je suis sorti aussi à $180 en moyenne sur Sol. Mais bien avant, donc j'ai pas eu tout le pump. Mais en gros, ce que j'expliquais, c'est que ça fait longtemps que les EMA en 2 semaines, elles tiennent. Donc les EMA 9-18 en 2 semaines, elles tiennent. Et
historiquement, on a eu qu'une occurrence, donc c'est pas vraiment un bon point, mais historiquement, quand on les a perdus, on est parti en bear market, tu vois. Et là, on semble les perdre, tu vois. Donc, même si on part pas forcément en bear market sur Solana, hein, qu'on soit clair, Non. ça amène quand même la démonstration qu'il y a un début de faiblesse, quoi. Donc, c'est surtout que Pump Fun, avec tout ce qui s'est passé, peut-être que ça va calmer les gens. Peut-être, hein, parce que ça se trouve pas du tout. Meteora, caca. Peut-être que tout ça, ça va aussi créer un effet domino sur Jupiter si on apprend des dingueries. Parce que là, pour le moment, ça nous dit, ouais, il y a des enquêtes en interne et tout, mais on n'est pas à l'abri de ça. Et en fait, aujourd'hui, t'enlèves la shitcoinerie, enfin, tout ce qui est Radium, Meteora et compagnie sur Solana, il se passe quoi sur Solana? Parce qu'encore une fois, le sous-jacent technologique est exceptionnel. Jamais vous me verrez cracher sur la technologie de Solana. Mais par contre, si t'as pas les apps en face, bah, qu'est-ce qui donne envie d'acheter du sol, tu vois? Mais c'est vrai qu'en soi, la DeFi sur Solana, il y a quelques trucs et tout, mais c'est léger par rapport à Ethereum, par exemple. Ouais. Après, oui, il se passe des choses avec Jito, il y a beaucoup d'MEV, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de volume, c'est liquide, c'est cool, hein. On va pas le contredire, hein. Mais Sol, je sais pas. Honnêtement, en fait, je t'en avais déjà parlé, je crois, quand on était un peu plus haut, genre peut-être 200, non, je sais plus, mais j'ai pas un bon feeling sur Solana, tu vois. Honnêtement. Mais moi, c'est sur toutes les altes. Hein. Et puis Sauf Solana, ce qui va être de la DeFi, en fait. Solana, en vrai, on peut expliquer aussi la sous-performance de Ether par rapport à Solana, qui a aussi attiré pas mal de capitaux. Alors, c'est pas parce que ce graphe montre que mécaniquement il y a des Ethers qui vont dans Solana, ou enfin que des gens vendent de l'Ether pour acheter du Sol, hein. Mais ça montre quand même qu'il y avait une surperformance qui était assez importante et que d'une manière ou d'une autre, c'était de l'argent qui allait pas dans l'Ethereum, quoi. Donc ça crée une petite narrative, je pense, pour Ethereum. On va voir. En fait, je trouve que Ethereum a vraiment l'opportunité de rayonner suite aux choses un peu négatives qu'il y a eu sur Solana. Et j'espère qu'ils saisiront cette opportunité pour eux, en tout cas. Mais en tout cas, moi, Solana, s'il faut rentrer, je rentre. C'est juste que là, avec ce qui s'est passé, je me sentais pas hyper confiant de garder. Et pour ce qui est d'Ether, bah, je suis content des signaux qui sont envoyés, mais sinon, du point de vue général des crypto-monnaies, ça manque de sexy, quoi. Ça manque d'un truc qui excite tout le monde, et à chaque fois, c'est ça. C'est que là, on avait les agents IA et on s'est fait cartonner, quoi. On m'a dit, attendez, la nouvelle L1 Fogo qui va sortir, Solana a de quoi s'inquiéter. Bah, moi, j'ai investi dans Fogo. Moi, j'y crois. Je sais même pas d'où ça sort, ce take. Mais Fogo, ça va sortir dans un moment. Alors déjà, Fogo, ça va pas sortir. Ouais, ça sortira peut-être cet été, je sais pas. Ça sera pour en 2025, je pense. Et Fogo, c'est juste Solana sur 21 validateurs, en fait. Hein. Voilà, c'est Solana Fire Dancer sur 21 validateurs. Donc forcément, bah, quand tu décentralises peu, bah, t'as les perfs qui vont en face. Et donc, je vais dire une phrase qui va te plaire, Léo. Pourquoi aller sur 21 validateurs sur Solana quand tu peux avoir 16 validateurs sur le VM avec Hyperliquid? Pourquoi? Ou un seul, on peut en avoir 16. Ou un seul validateur. On peut en avoir 4 chez la BNB Chain. Et voilà. Je rigole, ça va les gars. 26, je crois. Et un validateur qui tourne sur Mega ETH. Voilà. Mais après, encore une fois, la décentralisation, elle est progressive. Même Ethereum n'était pas totalement décentralisé à sa création, tu vois. Alors après, il y avait le proof of work et tout qui rendait les choses différentes. Mais ouais. Complètement. Bah, c'est surtout que Fogo, ils ne chercheront pas à se décentraliser plus. C'est un choix, hein, de rester sur un nombre de nœuds limité. Voilà, c'est un peu un Monad. Non, même pas, parce qu'en fait, Monad cherche à décentraliser. Donc c'est juste, voilà, 21 validateurs. Mais pourquoi aller chez eux et pas chez Network ou un autre, je sais pas. Dans les initiatives récentes qui me hype le plus, il y a Hyperliquid, mais il y a aussi Mega ETH. Moi, j'attends pas mal de Mega ETH pour faire rayonner Ethereum, en fait. On verra si c'est du Fugazi ou pas, mais moi, c'est les deux trucs que je regarde. Il faut que je digue un peu plus Mega ETH. Mais d'ailleurs, on va sortir une vidéo bientôt de ce que je sais sur Coin Academy. Et en parlant de Coin Academy, on a aussi quelque chose d'assez sympa qui devrait arriver bientôt. Donc on est en train de vous préparer une formation complète sur comment sécuriser vos fonds en crypto. Et vous sécurisez-vous évidemment. Et ça parle pas que de crypto, ça parle aussi de votre présence en ligne, de vos habitudes, de votre hygiène en fait en ligne. Et du coup ça on le fait en partenariat avec Ledger qui d'ailleurs va aussi nous aider dans la conception de cette formation pour ne rien oublier.
Et pourquoi cette formation, elle me tient particulièrement à cœur, en plus du fait qu'elle est gratuite, évidemment, elle sera disponible de tous. On se pose toujours les questions de qu'est-ce que je vais acheter, comment je me positionne, tous ces trucs-là, mais on pense moins à la sécurité de ces fonds, en fait. Et on se rend pas compte, mais les sommes peuvent vite évoluer d'un cycle à un autre, selon notre performance, évidemment. Mais dans tous les cas, c'est important de prendre les bons réflexes, et surtout que lorsqu'on a plus de fonds on-chain, on a déjà des ressources à notre disposition pour prendre les bons réflexes, tu vois. Donc c'est pour ça que cette formation, elle va vous permettre de sécuriser de 1 euro à 7 chiffres en crypto. Évidemment, rien ne sera parfait. C'est perfectible d'une certaine manière. On oubliera peut-être des choses, mais en tout cas, on va faire ça vraiment clean pour que vous ayez des outils en main. Pas nécessairement Ledger, hein. Vous aurez rien à faire par rapport à Ledger dans la formation, si jamais vous voulez vous acheter un device ou savoir comment les utiliser, on l'expliquera évidemment. Mais au moins vous prenez les bons réflexes, que ce soit votre seed, comment bien la protéger ou la sécuriser, quelles sont les habitudes. Est-ce que vous avez toujours le même PC? Est-ce que vous avez un PC que pour les cryptos? Qu'est-ce que je mets sur mon PC? Est-ce que je suis sur PC? Est-ce que je suis sur Mac? Toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la sécurisation de vos fonds. Donc, mais voilà. aussi. Plein de gens se disent ouais, peut-être mon layer 1 préféré il fonctionne pas avec Ledger. Alors comment faire pour interagir avec tous les gros écosystèmes, comment interagir avec les DApp. En fait, l'idée c'est que vous passiez plus par des hot wallets, des trucs bizarres et que vous passiez par Ledger notamment, parce que mais c'est aussi un moyen device. Mais dans tous les cas, je pense que si vous regardez ce live, vous avez les moyens d'acheter un cold wallet, quoi. Et je pense qu'il faut le faire dans tous les cas si jamais vous êtes quelqu'un d'impliqué en crypto, quoi. Et puis ça nous fait une auto-formation. Et ça ne suffit pas. Pas. Avoir un ledger ne suffit pas. Avoir un trésor ne suffit pas. Il faut prendre les bons réflexes. Et c'est ce qu'on va essayer de vous partager dans cette formation. Qui, en plus de ça, je tease encore un petit peu. Mais en plus d'être gratuite, se pourrait que des gens gagnent de l'argent en effectuant cette formation. Donc voilà. D'accord. Je ne savais pas ça. on a préparé quelque chose de sympa. Donc voilà, vous verrez. On va préparer tout ça. Ça va prendre évidemment un peu de temps. Mais on a eu le feu vert de tout le monde pour s'y atteler. Donc ça va arriver, les potes. Puis on va apprendre plein de trucs parce que on a envie de vous parler de multisig aussi. Et moi, c'est un truc que j'ai jamais fait, un multisig. Donc là, on leak pas mal de ce qui va s'y passer. Mais en gros, l'idée, c'est que vous soyez un peu de parano par rapport à votre matériel, votre présence en ligne. Et oui, ce sera gratos, ouais. C'est gratuit. Et ce qui est un peu dommage même, c'est que les gens se disent... du coup, c'est gratuit, donc c'est moins bien qu'un truc payant. Donc, est-ce qu'on devrait faire payer des choses pour autant? Je sais pas, mais en tout cas, nous, notre envie, c'est vraiment de vous partager ça gratuitement. Donc, voilà. Des gens vous diront, si c'est gratuit, c'est vous le produit, blablabla. Oui, franchement, vous avez pas besoin de vous inscrire au site. Vous aurez pas besoin d'acheter un appareil Ledger pour y accéder. Donc, franchement, bon. C'est ça. Je pense qu'à partir de là, ça vous engage en absolument rien. Voilà. On enchaîne sur l'actu. Let's go, mon pote. Je partage mon écran. Et oui, pour ceux qui se demandent, il est où Aigri? Sachez qu'Aigri a RIP à la carte réseau de son PC portable. Voilà. La carte réseau est morte aujourd'hui. Il n'a pas pu nous rejoindre. C'est pas une blague. Donc, on va essayer de lui proposer une solution pour qu'il puisse travailler cette semaine. Vas-y, j'envoie l'écran. On n'a même pas besoin de parler, c'est magnifique. C'est malveillant, c'est malveillant. Mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu malveillants au fond de nous? Frérot, on fait chacun fait ce qu'il a envie, mais voilà, nous aussi on a le droit de réagir. C'est parti. Donc cette émission est bien entendu sponsorisée par Bitpanda, qui est une partenaire principale depuis longtemps maintenant, qui est une plateforme qui vous permet d'acheter, vendre des cryptos, mais aussi des actions, des matières premières, des indices, des ETF. Et en ce moment, ils lancent une petite OP. On vous avait parlé de Bitpanda Fusion, qui est leur nouvelle plateforme dédiée aux traders actifs avec des frais qui sont réduits par rapport à la plateforme Bitpanda classique pour pouvoir trader vos cryptos. Et en fait, en fonction du volume que vous allez exécuter sur la plateforme, vous allez avoir des récompenses en Bitcoin. Donc voilà, à partir de 10 000, vous avez 50 000, 100, etc. Donc si vous n'avez pas encore créé de compte et que potentiellement, vous avez quelqu'un autour de vous qui est peut-être moins à l'aise avec les plateformes avancées, type Hyperliquid, Binance, etc., qui veulent juste une interface simple. Vous avez le Bitpanda Web 2, simple. quoi. Ouais. Et pour ceux qui veulent une interface avancée de trading, tout en ayant plus que des cryptos, parce que comme je vous ai dit, t'as des actions, t'as les indices, t'as les ETF, ça se passe sur Bitpanda. Et c'est ça la plus-value de Bitpanda, c'est d'avoir une offre qui est quand même relativement complète, régulée, avec une bonne protection des fonds,
d'être présent un petit peu partout. Comme ça, si vous avez des gens autour de vous qui n'ont jamais investi nulle part ou qui n'ont investi qu'en immobilier et qui veulent s'intéresser aux cryptos, aux actions, etc., bah, c'est sur Bitpanda que ça se passe. Voilà. Ça, vous avez les ETF, les indices crypto, les métaux précieux, les matières premières, dont l'or, etc. Vous avez les actions aussi, vous pouvez faire du stock picking, etc. Donc, voilà, c'est assez complet. Encore une fois, c'est surtout à destination, je pense, des gens qui sont néophytes ou des intermédiaires. Si jamais vous êtes un utilisateur ultra avancé qui utilise Hyperliquid, qui fait des stratégies de fou furieux et que vous allez in sur des meme coins à la seconde où ils sortent, notamment celui de notre cher Javier Milei, cette plateforme n'est probablement pas faite pour vous. Mais si jamais vous débutez ou vous êtes intermédiaire et que vous vous intéressez aux cryptos et aussi à tout le reste, bah, vous avez tout au même endroit. Et le lien qu'on vous a mis dans le chat et qui sera aussi en commentaire épinglé en description sur YouTube, en fait, il vous donne accès à Bitpanda Fusion, qui est en fait une plateforme qui fait de l'agrégation des carnets d'ordre de différentes plateformes comme Binance par exemple. Donc en fait, vous avez plein d'exchanges qui sont connectés à Bitpanda. Ça fait une agrégation en fait de tous les ordres d'achat et de vente dessus, et ça vous permet d'unifier la liquidité, peu importe l'exchange. Vous avez un exchange qui regroupe la liquidité de toutes les plateformes, et ça vous permet d'accéder à n'importe quel crypto tradable. Et en plus de ça, si vous le souhaitez, ça vous permet de vous diversifier sur d'autres choses, donc les actions, les ETF, les métaux précieux, etc., etc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Et sinon, vous avez aussi le QR code en haut à gauche de l'écran. C'est ça. En tout cas, pas mal de choix. Vous n'avez pas les derniers trucs qui sortent on-chain et tout, mais vous avez les grosses crypto-monnaies si vous voulez pas vous exposer à des trucs trop risqués. Ensuite, j'enchaîne pour l'actualité. Donc, vous l'avez vu, Bybit a subi un hack record de 1,46 milliard de dollars en ETH, plus de 400 000 ETH. Donc, ce qu'on disait plus tôt dans cette émission, c'est que c'est un peu bizarre d'avoir 400 000 ETH sur un seul wallet. J'ai pas trop compris le principe, mais bon, bref, c'est comme ça. Et donc, ils s'attendaient pas, en signant cette fameuse transaction, à déléguer le pouvoir à la Corée du Nord, parce que visiblement, l'attaque, elle a été perpétrée par la Corée du Nord. Il faut savoir que la Corée du Nord, qui est vue comme un pays d'arriérés par beaucoup de monde, en réalité, c'est pas qu'ils sont arriérés, c'est que c'est un pays qui est isolé du monde. Extrêmement pauvre aussi, d'ailleurs. Extrêmement pauvre, oui, parce que j'ai demandé à ChatGPT des trucs de fou par rapport à ça. Et mais en fait, c'est comment dire, c'est hyper étanche comme pays. C'est-à-dire que ça se connecte, ça interagit très peu avec les autres. Ils ont des frontières qui sont hyper strictes. Quand tu vas là-bas, tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas filmer. Enfin, c'est une dictature, quoi. Mais ça leur arrive de se positionner sur la crypto, notamment pour nous niquer. Ça niquer l'industrie. C'est ça, ça fait partie de leur business d'avoir des armées de hackers, probablement plus de 1000 hackers qui vont essayer d'infecter toutes sortes de systèmes électroniques. Alors, pour ce qui est du système bancaire classique, je sais pas à quel point, mais en tout cas, on sait que il y a des hackers de la Corée du Nord qui essaient de rentrer dans des DAO, qui essaient de rentrer dans les développements de certains protocoles de staking, liquid staking, de ce que vous voulez, pour y mettre des failles potentiellement pour pouvoir décaler les fonds. Et une fois qu'ils ont réussi à voler les fonds, il faut réussir à blanchir les fonds. Donc ils vont passer sur des systèmes de mixing, des systèmes, des exchanges qui sont peu régulés, ce genre de choses pour décaisser petit à petit. On a appris notamment récemment que visiblement ils ont utilisé certains fonds piratés pour lancer des meme coins sur PumpFun pour que les gens achètent leur meme coin pour qu'ils puissent décasser à nouveau. Et ils ont aussi vendu de l'Ether contre du BTC sur un exchange qui s'appelle EXCH, genre EXTH, avec qui Bybit a de très mauvaises relations, parce qu'en gros, cet exchange en gros a dit à Bybit, allez vous faire foutre, on vous aidera pas parce que vous nous aidez jamais. Parce qu'apparemment, Bybit a FUD énormément cet exchange et a fait en sorte que tous les gens qui déposent depuis cet exchange sur Bybit, avant même cet incident, soit red flag ou ne puissent pas utiliser leurs fonds, etc. En tout cas, j'ai lu des choses dans ce style-là. Donc il y a un peu en face à face entre guillemets entre Bybit et cet exchange-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en soi, Bybit a collaboré. En tout cas, il y a beaucoup d'autres exchanges qui ont collaboré avec Bybit pour les aider, à la fois pour leur prêter des fonds, mais à la fois aussi pour geler des fonds, potentiellement des attaquants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est ZachXBT qui en parlait, qui est notamment la personne qui a réussi à faire le lien entre la Corée du Nord et cette attaque, qui a été assez similaire, ou en tout cas liée d'une certaine manière à une attaque qu'il y a eu sur BingX et sur WazirX, je crois. Dire ça, je crois. Ouais. Du coup, ce que ZachXBT disait, c'est que en général, ils arrivent à récupérer qu'entre 5 et 15% des fonds réellement. C'est-à-dire que la plupart de l'argent, ils vont pas pouvoir le sortir. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on parle quand même de 0,4% du supply d'Ethereum. C'est genre énorme.
Ouais. Je crois qu'ils ont volé, ils ont plus d'Ether que Vitalik lui-même. Ouais, que Vitalik est de la fondation. Donc c'est assez violent, ouais. Et donc, et Femex aussi, je crois, ouais. Quelqu'un l'a dit dans le chat. Et pour ceux qui se poseraient la question, parce qu'il y a eu un faux débat qui est est-ce qu'ils vont nous refaire un rollback de la chaîne Ethereum? Ah oui, parce que ça a été le débat, ça, de la semaine, je crois. Ouais, Coin Academy, comment je pourrais... Avec Arthur Hayes, en plus, qui a soutenu le rollback, etc. Et enfin, moi, je trouve ça juste honteux, mais faudrait taper hack de la DAO, non? Ouais, alors voilà, on avait fait une vidéo à l'époque sur le sujet. En gros, si vous voulez, je crois que c'était en 2016, la première plateforme de smart contract qui était en fait plein de smart contracts liés entre eux pour faire une grosse DAO a subi un piratage et je crois qu'à l'époque c'était 10 ou 15% de tous les Ethers qui étaient volés. C'était vraiment énorme. 3,6 millions d'Ethers. Ouais, 5% de l'off total. Voilà, 5%. Énorme. Et donc, en fait, comme Ether était tout frais et que c'était le début d'Ether, ils ont choisi de faire un rollback. C'était une décision politique pour se dire, ça pèse trop lourd, il y a trop de gens qui sont touchés, le dégoût pourrait être tellement immense que ça pourrait tuer Ethereum. Donc on peut revenir sur le passé, il y aurait peut-être pas fallu le faire, patati patata, c'est fait maintenant. C'est pour ça que vous avez 2 Ethereum aujourd'hui, vous avez Ethereum et Ethereum classique. En fait, Ethereum classique, c'est le vrai Ethereum, celui où on n'a pas fait de rollback sur la chaîne. Donc le hacker a toujours les fonds volés sur la chaîne Ethereum classique, tandis que sur la chaîne Ethereum, qui est la crypto-monnaie numéro 2 aujourd'hui, il n'y a pas. Parce qu'en fait, on est revenu dans l'historique des blocs juste avant le piratage. Donc en gros, plus ou moins, quand on fait un rollback, c'est qu'on efface toutes les transactions qu'il y a eu entre le moment chiant et le moment où on effectue le rollback. Du coup, en gros, c'est comme si cet événement n'avait pas existé, toutes les transactions du hack et post-hack. Mais du coup, ce que ça fait, c'est que en soi, un rollback, ça doit être décidé aussi très tôt. Parce que plus t'avances dans le temps, plus il y a des activités économiques qui sont susceptibles d'être supprimées, qui n'existent plus. Et donc, en fait, le fait de faire un rollback, ça nique un peu le délire de censorship resistance, immuable, etc. Enfin, c'est genre... là, il y a trop d'effets de réseau. Donc, en fait, ça créerait des jetons qui seraient doublés parce que et puis, s'il y a un rollback... DL2 quid des stablecoins, quid de plein de choses parce que si tout le monde n'est pas d'accord, il y en a qui peuvent dire, moi, je veux que mes NFT ou mes liquidités de mon protocole DeFi, ça se passe d'un côté ou de l'autre, et ça crée en fait une zizanie qui n'est pas souhaitable. Donc, comme on ne parle que de 0,4% du supply et qu'aujourd'hui Ethereum est trop gros, un rollback est impensable. C'est juste pas pensable. C'est pas souhaitable. Oui, et puis même, c'est personne. Tu peux avoir des gens qui disent, moi, j'ai envie de faire ma chaîne Ethereum bis. Fais-la, mais fais-la avec ton ticker à toi, quoi. Qui aime véritablement Ethereum et souhaite un rollback? Moi, j'ai du mal à croire qu'on puisse aimer Ethereum et souhaiter un rollback suite à cette situation, quoi. En tout cas, c'est Arthur Hayes qui en a parlé, je pense, pour troller, parce qu'Arthur Hayes adore troller pour dire qu'Ethereum c'est de la merde et que Solana c'est de la merde. C'est un peu ça marque. Il fait que descendre dans mon estime, lui, hein, honnêtement. Ouais, mais il est comme ça. En fait, il peut dire des trucs extrêmement intelligents et de la grosse merde pour shitpost. En fait, il est intéressant du prisme analyse macro et Bitcoin, et sur tout le reste, il est assez corrompu. Enfin, en tout cas, il a pas mal de conflits d'intérêts, ce qui peut arriver à plein de gens, honnêtement. Et je trouve que ça devient tellement gros dans certains cas que ça fait que sa parole est peu intéressante. Mais surtout, ce qu'il a fait avec BitMEX, les années passées de l'écosystème, le développement de l'écosystème, Bitcoin et la macro, il est intéressant. Mais surtout, ce qui est trop le reste, je dirais que sa parole a de moins en moins de poids. C'est ça. Après, il y a une espèce de détestation pour les altcoins aussi, j'ai l'impression. Du coup, voilà, Bybit, ça s'est plutôt bien passé au final, parce qu'ils ont fait en sorte que les gens puissent sortir leur argent s'ils ont peur. Ils sont solvables, jusqu'à preuve du contraire. Ils se sont débrouillés avec pas mal de monde. Ils ont réussi à faire geler pas mal de capitaux, comme on l'a vu dans ce tweet ici, avec 43 millions de gelés. Alors, c'est peanuts par rapport au reste. Mais au fur et à mesure, tout le monde est sollicité. J'ai vu aussi que tu avais, du côté de Solana et de PumpFun, des initiatives qui sont faites. Donc, j'imagine qu'en fait, la fondation de Solana va contacter individuellement chaque protocole pour leur dire, voilà, telle adresse, faut bloquer. Ils ont mis une API en place, Bybit, de mémoire, pour accéder à toutes les adresses, peu importe la chaîne, qui sont associées aux hackers. Donc, en fait, en soi, l'écosystème communique, se partage des infos et fait en sorte que les fonds soient gelés le plus possible. Pour vous rendre compte un petit peu de la taille du hack, je crois que ça représentait un truc comme 10 ou 15% des hacks qu'on a vu jusqu'à maintenant en crypto d'après DeFi Lama. Alors, je sais pas à quel point c'est notable, mais quand même. Et c'est au moins une année des profits de Bybit qui sont partis en fumée.
Donc c'est comme s'ils oubliaient l'année 2024 ou 2023 pour eux. Ils ont plutôt bien réagi dans le sens où il y a une communication qui a été faite très rapidement. Le CEO s'est impliqué personnellement, a fait un live, etc. Donc évidemment, on peut leur reprocher dans tous les cas qu'ils aient perdu les fonds. Mais sur ce qu'ils ont pu faire après que ce soit arrivé, ils ont été plutôt dynamiques et transparents dans ce qui s'est passé, dans la gestion de la crise, quoi. Et c'est plutôt une bonne chose. Mais encore une fois, la leçon que vous devez tirer de ça, c'est de ne pas laisser vos fonds sur les exchanges. En tout cas, pas une grosse quantité de vos fonds. Voilà. Et que lorsque vous avez ne serait-ce qu'un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute et c'est que ça dégage. Je le dis parce que, encore une fois, faut pas oublier, moi-même, j'ai perdu des fonds sur FTX. Je pense que beaucoup de gens ont aussi perdu des fonds avec FTX, avec Celsius, avec tout ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression que parce que le marché était vert et que tout le monde a fait des profits, tout le monde a oublié. Mais n'oubliez pas et apprenez des erreurs passées. Okay, et c'est pas parce que vous avez été le mec qui n'a pas eu de soucis ce cycle et qui ne s'est pas fait rug par FTX ou quoi que ce soit que ça ne pourra jamais vous arriver. Tirez des leçons et essayez de sortir un maximum d'argent des exchanges parce que vous n'avez quasiment aucun intérêt à laisser de l'argent sur un exchange. Si vous êtes effrayé de votre hygiène informatique, est-ce qu'on va résoudre avec la formation qui arrive? C'est ça, c'est-à-dire qu'en soi, l'exchange, il te sert à quoi? À échanger. Donc, tu déposes, tu fais ton échange, tu retires. Pourquoi tu aurais besoin de laisser tes fonds sur cette plateforme? Et après, si vous me dites, oui, mais moi j'ai peur, blablabla, si t'as vraiment peur, autant mettre ton argent dans un ETF BlackRock plutôt que chez Bybit, quoi. Ouais, c'est assez ou un autre, quoi. Donc, si tu ne veux pas avoir accès à tes clés privées, ne pas vraiment détenir tes cryptos, je pense que le mieux, c'est de passer par un système de custody via les ETF de BlackRock, par exemple, qui est géré par Coinbase Prime de mémoire. Et aujourd'hui, vous avez tous les outils pour faire des swaps avec les principales crypto-monnaies sur l'écosystème Ethereum via Uniswap et les autres sur l'écosystème Solana via Jupiter. Donc, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses on-chain, quoi, tout simplement. Alors après, tout n'est pas sans risque sur le on-chain. Vous n'êtes pas à l'abri. Si vous déposez vos fonds sur un protocole et que ce protocole se fait pirater, là, vous l'avez dans les fesses. Des gens laissent des fonds parce qu'ils ont des ordres. Mais moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes ordres quand tu veux préserver ton capital? Enfin, je suis le premier à trader ici. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est plus safe. Tu peux avoir un petit fonds de roulement sur des exchanges, mais tu dois pas avoir des choses sur lesquelles tu comptes sur des exchanges, à mon sens. Et dans tous les cas, aujourd'hui, on est quand même sur des chains qui vont vite, sur lesquels tu peux déposer rapidement. Et après, tu as aussi des DEX. Alors après, encore une fois, c'est pas parce que c'est on-chain qu'il n'y a pas de risque. Il y a du risque partout. Mais voilà, prenez les bons réflexes. C'est pas pour vous faire chier. Bon message, tu peux mettre le message de OneEA qui nous dit en fait c'est surtout de payer des frais de dépôt quoi, rat que je suis. C'est justement ça le problème, et je te dis ça gentiment parce que j'ai été ce rat, c'est par flemme de faire des transactions pour sortir des exchanges, par flemme de payer des frais de transaction, donc économiser des miettes, on se le dit c'est des miettes, tu payes quelques dollars pour faire ta transaction. Même plus maintenant avec les L2, avec tout ça. Ouais mais tu sais les exchanges ils prennent toujours un petit truc, donc voilà c'est quelques dollars, et en fait tu risques tout ton capital, et tu te rends compte que pour économiser peut-être 0,5% de ton capital, t'es prêt à perdre tout le capital en cas de FTX-like ou de Bybit si jamais ils avaient pas remboursé les clients. Parce que là, oui, tu pourrais te dire, ouais, c'est bon, Bybit, ils ont les fonds, ils peuvent rembourser les clients. Mais c'est parce que ça s'est bien passé pour eux. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'un jour, il va pas se passer vraiment une folie furieuse et qu'on va se retrouver avec un trou de 10 milliards? Pourquoi pas, hein? 10 milliards. Il y a quelqu'un qui dit hack d'un exchange centralisé égale rembourser hack d'un DEX tes cooks. En soi, t'as raison, mais du coup, si t'es dans cette perspective-là, tu peux éviter les deux problèmes en faisant une seule chose, c'est sortir du DEX. Voilà, ne pas être dans un DEX, laisser ton argent dans un cold wallet et le déposer sur un exchange seulement quand t'as besoin de le faire. Tu le gardes sur ton wallet. Et pour le retirer derrière. Tu fais ton petit swap et voilà. Parce que oui, t'as des DEX où tu t'auras déposé des liquidités, mais tout ce qui est Uniswap, Jupiter et tout, tu déposes pas les liquidités, tu fais ton swap et puis ça reste sur ton wallet. Ouais, voilà. Donc, faites ça comme ça. Et tant qu'on est dans un marché aussi, entre guillemets, j'ai presque envie de dire que les hacks, etc., c'est moins problématique. Ouais. Mais vous verrez quand on sera en bear market, tôt ou tard, je sais pas quand, peut-être ce sera dans 10 ans, peut-être ce sera dans 2 mois, j'en ai aucune foutue idée. Mais plus on est dans une situation fragile d'un point de vue marché, donc avec des prix qui baissent, plus en fait globalement les protocoles et toutes les infras sont fragiles parce qu'il y a un effet de panique qui est encore supérieur et parce que les treasuries, donc les fonds des plateformes ou des DEX ou etc., parce qu'ils ont aussi des treasuries, deviennent de plus en plus petits quoi.
Donc voilà, prenez le bon réflexe. Et encore une fois, on vous dit pas ça pour vous faire chier, que ce soit un passage chiant de la masterclass. On vous le dit parce qu'il y a eu un putain de hack de 1,4 milliard sur un exchange et qu'il faut pas banaliser ça et qu'il faut prendre les bons réflexes. Kanye West s'apprête à lancer son propre token, le Yeezy, en contrôlant 70% de l'offre. Alors, on n'a pas mis le Twitter de Kanye West parce que franchement, les tweets sont absolument lunaires en ce moment. Lunaire, rien que ça. En fait, t'as l'impression Wait bro, que... what is Solana? Wait bro, what is Hyperliquid? Wait bro, what is Ethereum? T'as l'impression qu'en fait, je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'il est missionné par des gens qui le paient pour qu'ils poussent la liberté d'expression à outrance pour voir jusqu'où ça va nous mener, tu vois, à faire la promotion de l'Allemagne nazie ou tu sais, d'essayer de lancer des trucs de ouf on-chain, parce que là, ce qu'il pourrait nous faire, cet abruti, c'est nous lancer une croix gammée on-chain et dire, regardez, il y a des millions de personnes qui achètent la croix gammée, et qu'après les politiques se disent ah bah d'accord, ça dit que c'est des systèmes non censurables, mais on peut pas laisser tu vois ce genre de promotion. Et on dirait que c'est ça en fait, c'est de voir à quel point les systèmes décentralisés sont sensibles à la politique. Moi je le sens vraiment comme ça en ce moment. Apparemment il y a des gens qui disent que son compte ou un accès à son compte a été vendu. Donc je sais pas à quel point c'est vrai parce qu'on n'aura jamais une officialisation de ça. Parce que personne n'a intérêt à le faire, hein, ni lui, ni les gens qui ont accès, si c'est le cas. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et du coup, pour faire le résumé, Kanye West s'intéresse aux cryptos. Il veut lancer son token la semaine prochaine. En ayant 70% de l'offre. En ayant 70% de l'offre. Il est même en mode, je vais créer ma blockchain, mais ça, bon, j'y crois zéro, pas une seule seconde. Et ensuite, voilà, 70% des tokens pour lui, 20% destinés aux investisseurs, 10% pour la liquidité. En tout cas, c'est ce qu'il a mis en avant. On sait pas encore une fois si c'est vrai. Moi, je pense que honnêtement, ce sera probablement sur Solana. Oui, je pense. Je pense pas qu'il ira sur Ethereum. Je pense pas qu'il ira sur autre chose que Solana. Enfin, autre chose que Ethereum ou Solana. Et j'ai du mal à croire qu'il lance sa blockchain. Enfin, ce serait genre juste un move de con pour lui, parce que c'est pas un temps. Enfin, c'est pas quelque chose à temps plein. C'est genre il te faut genre une armée de gens pour s'en occuper. C'est pas un truc à prendre à la légère. Après, il est en contact avec CZ, donc ça pourrait être sur la BNB chain, c'est vrai. Mais je pense que si c'est le cas, on a touché le fond. Non, mais là, ça veut dire que CZ, il en peut plus. CZ, il est finito. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Mais en fait, ce qui est encore plus incompréhensible, c'est qu'il y a des gens qui attendent qu'une chose, c'est qu'il envoie le ticker pour acheter, en fait. C'est-à-dire que il y a. Ah, mais moi, il y aura un petit billet pour le divertissement qui partira après. Oui, mais tout le monde va le faire. Mais tout le monde va le faire, entre parenthèses, tout le monde, parce que moi, si ça se fait en pleine nuit, je vais pas me réveiller pour acheter ça. Et en fonction de ce que c'est, je vais probablement pas l'acheter aussi, parce que je trouve, bon, c'est mon côté complotiste, hein, je trouve ça particulier l'enchaînement de ce qui se passe en ce moment. En vrai, moi, ce que je ferais à votre place d'un point de vue purement spéculation, c'est que je pense que s'il lance un token, ce sera listé très rapidement sur les exchanges. Et je pense qu'il y aura une stratégie delta neutrale à mettre en place facilement, dans le sens où tu pourrais être long spot et short sur les dérivés en partant du principe que les dérivés arriveraient rapidement, soit pour capturer le funding, si le funding est extrêmement positif, ce qui sera pas forcément le cas, soit pour te couvrir de la liquidité que t'apporterais via Meteora ou via Uniswap ou peu importe ce qui se passerait, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, tu pourrais ne pas avoir d'exposition au token, mais récupérer les fees qui sont payés aux gens qui apportent de la liquidité, ou tout simplement collecter le funding rate avec une stratégie delta neutrale. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je suis pas là à vous inciter à acheter son token. Ce que je veux dire, c'est que dernièrement, sur les launches comme ça, on a vu des opportunités, notamment sur le coin de Trump. Après, sur Milei, bon, ça rug, etc. Donc, par défaut, j'aurais tendance à vous dire d'être loin de ça. Et s'il y a des gens qui veulent absolument participer, je pense qu'il y a peut-être des stratégies plus intéressantes que d'acheter, qui pourraient vous faire en profiter. Ben, c'est un peu ce qu'on a vu avec les pools Meteora récemment, surtout les launches, etc., quoi. Donc, je sais pas, ce sera Meteora, mais moi, en tout cas, je réfléchis à des stratégies comme ça. Et je réfléchis aussi à avoir des fonds un peu à gauche, à droite pour être sûr de pouvoir in si je suis debout et s'il y a vraiment une opportunité. Après, encore une fois, c'est pas du tout un play long terme. Ça pourrait être même un play de quelques minutes, hein, honnêtement. Ouais. Et ça pourrait être même quelque chose qui me ferait perdre de l'argent, pour être tout à fait honnête. Même probablement. Ça pue des fesses. On regardera quand même parce que notre curiosité malsaine fait qu'on se sent obligé. Ensuite, pour les bonnes nouvelles quand même, on a la SEC qui abandonne son procès contre Coinbase. Enfin, il y a une dernière étape qui devrait se faire d'ici une semaine pour officialiser tout ça, mais visiblement c'est bon. Donc ça veut dire que Coinbase, ils vont avoir la paix, que potentiellement ils vont pouvoir faire plus de choses. C'est
plutôt cool du coup pour Ethereum, pour Base, etc. Mais aussi plutôt cool pour le reste de l'écosystème crypto parce que ça a été une longue bataille. Et pour OpenSea aussi, hein. Ils sont retirés de leur poursuite d'OpenSea. Et aussi, c'est ce que j'avais mis, ils ont retiré comme quoi, tu sais, parce que de base, les DEX devaient être potentiellement... ouais, c'est ça, c'est ce tweet-là. Ils voulaient appliquer les mêmes règles aux exchanges, plus ou moins aux courtiers qu'à la DeFi. Et du coup, voilà. Donc, beaucoup moins de barrières pour l'écosystème. C'est quelque chose de positif. Et puis, dans tous les cas, il ne faut pas oublier que la SEC, là, globalement, elle se retire un peu de tous les procès contre les différentes entreprises en crypto, etc. Mais la SEC n'a pas vocation à réguler la crypto. A priori, ce sera la CFTC qui est elle-même gérée par l'ancien directeur des investissements crypto de Andreessen Horowitz, donc A6 Indy. Donc très cool. Ça pour le coup, très bonne nouvelle. Toujours dans les bonnes nouvelles, alors là c'est un teasing où on a Kobe qui fait la mention pour la première fois d'une nouvelle plateforme, parce que jusqu'à présent on vous a beaucoup parlé d'Echo, qui est une sorte de plateforme type ICO, mais en réalité c'est pas une ICO, où vous pouvez rentrer à des rounds plutôt type seed, etc., des rounds communautaires sur les projets. Et là, il voudrait lancer une plateforme pour relancer un peu la mode des ICO avec un business model différent. Il nous a pas donné trop de détails. Mais en gros, l'idée, c'est de permettre aux gens d'avoir... Attends, mais clique, parce qu'il écrit « The purpose of this is ». Je pense qu'il y a peut-être plus d'explications. Ouais, je vais le mettre en français surtout. Donc, au début, ils se justifient en disant qu'Echo en tant que tel, c'est pas un produit ICO et qu'ils bossent sur un produit ICO. Et remonte, parce que quand il dit l'objectif est de, tu vois, mais au pire, je peux le lire en anglais. Mm-hmm. Tu vois, en gros, c'est permettre une meilleure distribution de la cap table, en gros, de la distribution du supply et des acteurs qui sont impliqués, permettant ainsi au projet d'être aligné avec leur communauté bien plus tôt, bien avant un airdrop, ou des ventes de tokens à des valos super élevés à un moment plus tardif dans le développement de l'entreprise, quoi. Donc en gros, pour faire simple, permettre au retail de dans des projets beaucoup plus tôt à des meilleures conditions et des conditions plus équitables. Ouais, bah c'est surtout d'être dans le premier round de ce que je lis, parce que ICO c'est Initial Coin Offering, donc c'est une public sale, c'est une vente publique. C'est d'être là au même round que les VC. Et pas se retrouver avec des VC qui font des rounds avant toi et puis après que tu aies des rounds après où tu viens de vérifier. C'est une équité d'une certaine manière à l'accès avec une distribution qui est plus juste ou en tout cas qui est moins susceptible d'être dans la méta low float IFDV avec des VC qui te dumpent à la gueule, quoi. Voilà, et surtout, je prends l'exemple de Kaito purement au hasard, mais dans l'idée, c'est que quand tu vas sur un Explorer, que tu te retrouves pas avec un projet avec très peu de holders. L'idée, c'est que tu aies un max de holders. Alors, il faudrait que je aille sur le smart contract. Où est-ce qu'on voit les holders déjà ? Mais non, mais en fait, retourne sur CoinGecko, vite fait. Ouais. Et t'appuies sur le bouton à côté du copier-coller du contrat. C'est Gecko Terminal. Ouais, et en gros, c'est un DEX screener bis et dessus, t'as le nombre de holders. T'en as 87 000 là. En bas, c'est écrit. En bas, à côté des transactions. Ouais, parfait. Ah, bien vu, merci ça, Léo. Je savais pas, tu vois. Voilà, d'avoir un max de holders, donc d'avoir un supply de jetons le plus décentralisé possible. Comme ça, quand il y a du staking, déjà, c'est mieux. Et si ça t'intéresse, t'as l'onglet en bas aussi du site, où du coup, t'as les transactions, mais t'as aussi les holders et tu peux voir tout le détail des holders. J'ai même pas fait gaffe à ça. Et donc, d'avoir pas une grosse concentration du pouvoir de vente. Donc, éviter que ça fasse un road to zero le plus rapidement possible. Dans l'idée, après, dans les faits, s'il y a la panique, ça va vendre pareil. Hein. Ouais. Ensuite, on a la fondation Ethereum qui collabore avec ses principaux Layer 2 et aussi des protocoles de communication cross-chain comme Hyperlane et Bootnode pour nous proposer un framework. Donc, permettre de bridger d'un Layer 2 à un autre en passant directement par des apps ou par des bridges de manière beaucoup plus transparente. Donc, pour le moment, c'est encore en bêta, de ce que je comprends. Tu peux que tester avec 50 USDC. Mais voilà, l'idée, c'est que tu aies tous les principaux Layer 2. Donc là, tu vois, il y a tout. Hein. Soneum, Uniswap, Linea, Starknet, Polygon. Bon, je vais pas tous les citer, vous avez compris l'idée. Pour que, justement, on se retrouve avec une expérience qui soit meilleure du point de vue des protocoles, du point de vue des wallets, etc. Et que, potentiellement, on ait l'impression, en utilisant l'écosystème Ethereum, qu'on utilise une seule et même chaîne. Parce que c'est ça le projet idéal. Donc c'est cool. Quand est-ce que ça va vraiment se mettre en place, qu'on va vraiment en profiter, je sais pas trop. Mais c'est bien qu'on ait enfin un standard, parce que jusqu'à présent, en fait, on avait plein d'entreprises qui faisaient les trucs de leur côté. On avait Superchain côté Optimism, Hyperchain côté zk-Sync, on avait Aglayer côté Polygon, etc. Et donc l'idée, c'est d'avoir un truc mutualisé. Et de pousser tout le monde dans la même direction. C'est ça. Et donc, si vous voulez plus de détails, vous avez le tweet sur le sujet avec toute la documentation qui en parle, justement, que j'ai pas encore lu, et une petite démo.
de comment ça fonctionne. Ensuite, voilà, pour revenir un petit peu sur le drama du coin Libra de Javier Milei. Bon, on a eu quelques leaks et il semblerait que le fondateur ou cofondateur de Meteora, Ben, soit dans la boucle et ait permis certaines bizarreries. Donc c'est un peu compliqué. En gros, t'as le founder du coin, Libra, enfin en tout cas l'assistant technique de Javier Milei, pour faire très simple, qui dit on veut Max Extract, et du coup, genre le mec de Meteora, il lui dit bah alors pour Max Extract, il faudrait faire ça, je te recommande plus ça, enfin de ce que j'ai compris. Ouais. Et de ce que j'ai compris moi, bah c'est plutôt que le gars de Meteora, il pensait faire du business un petit peu borderline avec des gens de confiance, et en fait ces gens n'étaient pas de confiance, donc il a servi d'idiot utile à pas mal de gens pour pouvoir sniper des jetons, niquer le système, puisque notamment il y a une histoire de sorte de blanchiment, enfin pas de blanchiment, mais tu vois, vendre une partie de l'offre sous forme de NFT pour contourner les traçages on-chain. Donc tu vois, utiliser des magouilles pour éviter que ce soit traçable, pour qu'en fait il y ait des gens qui se gagent. Face à ces révélations, Ben Shaw a démissionné de Meteora. Oui, c'est t'as Ben qui s'est barré et t'as le Mio là de Jupiter qui a dit moi je trust Ben, mais il a été négligent sur à qui il a fait confiance, etc., etc. Donc il y a une enquête il y a une enquête en interne, mais voilà, c'est pour ça que je disais plutôt dans l'émission que même Jupiter, bon là ils font genre de ouais c'est grave et tout. Mais c'est la même team plus ou moins, je crois. Oui. Enfin, c'est... On n'a pas fini d'apprendre des cochonneries à ce sujet-là. Hein. Que ce soit Kelsier et tout, je pense qu'on niveau cochonnerie, c'est hardcore. Et du coup, comme on parle des plus gros protocoles, enfin une partie des plus gros protocoles de Solana, bah ça la fout mal. Parce que tu vois, pour en revenir à Ethereum, il y a un nombre incalculable de trucs sur Ethereum. Alors, il peut se passer des piratages, des fraudes et tout, mais ça reste toujours un léger pourcentage de tous les faits de réseau d'Ethereum. Alors que là, potentiellement, bah, c'est une grosse partie d'Ethereum qui est touchée. C'est surtout que genre, c'est l'image de Solana là, pour le coup, tu vois, qui est baisée en fait. Parce que t'es en mode, bon bah, Jupiter et Meteora, en gros, se sont serrés la main pour nous baiser la gueule, ou en tout cas, ils étaient au courant qu'on allait se faire baiser la gueule, et ils ont plus ou moins rien fait, voire ils les ont aidés, quoi. Enfin, c'est un peu le sentiment communautaire, quoi, que je comprends totalement. Ah bah, là, et c'est El Cabal, là. C'est vraiment la cabale. C'est les mecs qui gèrent Jupiter, Meteora, et qui lancent des coins de président, donc. Non, mais moi, pour remettre mon chapeau du complotiste, c'est de me dire qu'on a Melania Trump, Javier Milei, et potentiellement d'autres personnes dans la boucle. Donc des gens qui savent, il y a probablement des centaines de personnes qui savent. Et aujourd'hui, il y a quelques têtes qui ont sauté parce que à chaque fois qu'il se passe une dinguerie, il faut des fusibles. Donc il faut des gens qui sautent. Donc on a le Davis Hayden de Kelsier, on va avoir le Ben de Meteora, et potentiellement il y aurait plein de têtes à faire sauter. Et si on savait le fond de l'histoire, je pense qu'on se dirait mais vas-y, allez vous faire enculer, plus jamais je mets les pieds sur Solana. Sur Solana, bah ouais. Et c'est là où ça pue du cul. Et moi, j'insiste, j'ai toujours défendu Solana. Je pense vraiment que les gens de la Solana Foundation ne trempent pas du tout là-dedans, mais il y en a peut-être des gens qui savaient dedans, par contre, mais peut-être pas les plus gros bonnets, voilà. Et ça pue. Franchement, ça pue. Donc moi, la tech de Solana, je kiffe. Tolly ou même Elius, je kiffe, mais c'est la différence entre la tech, l'infra et la communauté. C'est-à-dire que tu peux même avoir la meilleure tech si derrière t'as des scammers qui sont les principaux acteurs sur ta tech. Bah, c'est toute l'infra et le projet derrière qui va en pâtir. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a un peu un dégoût de Solana. C'est parce qu'au final, les gens se rendent compte que sur PumpFun, ils se font voler. Enfin, ils se font voler. On leur délivre un service, ils y ont accès, mais bon, ils se font enculer. Que en plus de ça, les mecs de PumpFun, ils font que sortir de l'argent de l'écosystème, et que Meteora, qui est le truc de pool que tout le monde farm et qui est plus ou moins pote, voire la même team que Jupiter, ils baisent, enfin, ils sont ok avec le fait que des gens viennent dans l'écosystème pour nous baiser. Enfin, au bout d'un moment, c'est relou, quoi. Enfin, encore une fois, c'est pas la faute de la chaîne, c'est la faute des acteurs prédominants de cet écosystème qui semblent pour certains ok avec ça, quoi. Pour faire du sale. Donc on verra. Moi, je surveille, je ne signe pas la mort de Solana, hein, pas de souci, mais je suis pas naïf non plus, donc j'ai décidé d'en décaisser. Voilà pour les actualités. Après, j'avais noté pas mal de choses, notamment, je pense, ce qui est d'important, c'est le fameux unlock de Solana qui arrive. Voilà, au mois de mars, il va y avoir un gros paquet de Solana qui vont être unlock. De FTX Estate. Du coup, ouais, et du coup, on sait qu'il y a différents acteurs qui ont pu faire différentes acquisitions de jetons Solana, soit à $64 l'unité, soit à 95, soit à 102, donc nettement en dessous du cas actuel. Donc, en faisant une moyenne de ce qu'on sait,
merci l'IA Grok, bah on serait sur un coût d'acquisition de $76 par sol, donc moins de la moitié. Ils sont large en x2 quoi. On ne sait pas pour ce qui est de FTX à combien ils ont fait l'acquisition des sols, mais probablement beaucoup plus bas que ça. On ne sait pas à quel point il y aura de la pression vendeuse, mais on s'imagine que voilà, comme il y a des gens qui sont sur des multiplicateurs sexy, il va y avoir de la vente. Donc après s'il y a de la vente, il y aura probablement de la vente encore une fois OTC, ce genre de choses. Peut-être qu'ils vont pas du tout vendre, on n'en a aucune idée. Donc voilà, je pense que c'est juste un truc à garder dans un coin de votre tête. Je pense pas qu'il y a d'action spécifique requise par rapport à ça. Enfin, genre c'est pas parce que vous allez vous holder du Solana que ça va vous faire vendre pour autant. Mais je pense que c'est une information à garder dans un coin de sa tête. Ouais. Voilà, et pour revenir à l'écosystème Cosmos et même plus, Ethereum, on a ABC V2 qui va arriver dans une première forme dès la fin du mois de mars. L'idée étant d'avoir un connecteur ABC sur Ethereum avec le reste de l'écosystème Cosmos. Ensuite, ça viendra plus tard sur d'autres chaînes comme Solana, NIR, etc. Ça inclut les L2 direct ou pas du tout? Pas direct, je pense. Ça va arriver peu de temps après, mais pas directement. Et de ce que je lis, j'ai pas suffisamment poncé le sujet. Donc voilà, ce que je vous disais, Ethereum at launch, Layer 2 et Solana après, d'autres blockchains après. Et l'idée, c'est que le protocole IBC, c'est un protocole open source où tout le monde va pouvoir se servir. Mais cette première itération du protocole, elle va beaucoup utiliser le hub de Cosmos et que potentiellement, il pourrait y avoir de la valeur qui ruisselle sur le Atom. J'insiste sur le potentiellement. Mais pourquoi ça ruissellerait sur Atom? Parce que je pense qu'ils vont essayer de mettre en place des systèmes pour que l'Atom soit utilisé pour collecter des frais, payer des frais, etc. Moi, j'ai l'impression que cette recherche et cette initiative, elle va plus profiter à Ethereum qu'au Cosmos Hub. Et en fait, la question que je me pose, et c'est toi avec ton regard un peu plus technique qui pourra me dire, c'est quel est le... Genre, est-ce que on parle de quelque chose de similaire à ce que la fondation Ethereum pousse d'un point de vue intent, ou est-ce que c'est travailler pour obtenir la même chose avec des moyens différents, ou est-ce que c'est fondamentalement différent? Est-ce que le timing de la fondation Ethereum est pas étonnant par rapport au timing de l'annonce IBC? Ouais, je pense que dans l'idée, c'est la même chose, c'est de pouvoir faciliter la transition des liquidités d'un point A à un point B et faciliter pour les applications aussi le fait de faire transiter, mais c'est des intégrations différentes. Puisque celle d'Ethereum, ça s'adresse uniquement à l'écosystème des layers de Ethereum, alors qu'IBC, ça s'adresse à tout l'écosystème crypto. Ouais. Donc c'est beaucoup plus global. Et de ce que je comprends, je pense que l'idée, c'est d'avoir une continuité dans les développements d'Atom, enfin de Cosmos Hub, qui profiterait à Atom maintenant que les clés ont été données à l'équipe de Skip. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que Skip va faire tout le nécessaire pour revaloriser Atom. Maintenant, je demande à voir, parce qu'Atom, ça fait longtemps qu'on nous dit que ça devrait arriver. Mais je surveille. Et en même temps, Atom, c'est juste la sécurité. En plus, c'est parce que c'est Osmosis en vrai qui pourrait le plus en profiter, non? Pas vraiment. En fait, Osmosis pourrait avoir une intégration d'IBC à eux, et puis une autre chaîne, une autre, mais c'est juste que la première intégration d'IBC Eureka, elle se fera sur le Cosmos Hub. Donc ce sera un peu le relais parfait pour... Parce qu'Atom, c'est juste un jeton de sécurité d'une certaine manière, et un gas token... ouais, mais c'est un hub aussi pour faire transiter des données, quand tu veux faire transiter des liquidités. Tu vois, en fait, là, toute l'interco, elle se fait sur le hub. Alors, par exemple, si je prends Osmosis, il y en a beaucoup aussi, en vrai. Mais t'en as beaucoup moins si je prends DYDX, etc. Ouais, donc, faut voir ça comme des routes, des autoroutes, quoi. C'est un relais. Plus que ça est le mieux desservi, quoi. Ouais. Tu vois, au final, ils mettent en surbrillance tout ce qui est connecté, et tu te rends compte qu'au final, quasiment tout le monde l'est, à quelques exceptions de près. Ouais. Si je prends, par exemple, Passage, voilà, eux, ils vont être connectés à Osmosis. Donc, ça chacun, dépend ils ont besoin, quoi. Ça va dépendre du business model pour profiter d'IBC. Est-ce qu'il y a des frais, est-ce qu'il y en a pas, à quel point ça va profiter à l'écosystème, etc. Donc, je demande à voir. J'ai pas la maîtrise absolue du sujet, mais ça va profiter à tout l'écosystème, ça c'est évident. Avec Ethereum en premier lieu. J'espère que ça va marcher surtout, parce que ce serait vraiment quelque chose de positif pour l'écosystème. C'est surtout que là, comme on aurait une intégration sur Ethereum dans un temps 1, peut-être que ça permettrait aussi au L1 Ethereum de s'exporter et d'exporter ses jetons ailleurs et inversement, tu vois. Mais du coup, Axelar et tout sont en train de perdre la bataille d'une certaine manière? Je pense qu'ils en profiteront aussi. Je pense qu'ils en profiteront aussi. De toute façon, Axelar a déjà un connecteur IBC. C'est qu'en gros, ils ont un connecteur IBC d'un côté. De toute façon, je pense que Axelar... Ils sont dessus, ils sont au milieu là, à côté de Celestia. Ouais. Voilà, tu vois, ils sont connectés quand même à un paquet de monde et qui sont aussi connectés à des chaînes. Ça va juste les aider en fait. C'est ça. Mais ils vont perdre un petit peu cette place. Cet avantage tech. Ouais. Donc ça va dépendre à quel point ils vont vouloir leverage ça.
Même si j'ai vu que Layer 0 ont pris pas mal de place aussi. Ouais. J'ai un peu l'impression que c'est le choix par défaut de pas mal de teams. Ouais. Bah, c'est surtout qu'ils ont aussi leur standard pour pouvoir faire des tokens cross-chain. Ils essaient de faire plein de partenariats stratégiques qui sont très focus business Layer 0, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors que IBC et Cosmos, bah, c'est très, je vous fournis des outils et puis vous faites. Très Linux. Ouais. Mais c'est très tech, quoi. Plus que business. Voilà, et puis potentiellement enfin du buyback qui arriverait sur DYDX. Voilà, donc c'est en cours de négociation. Voilà, 25% des revenus du protocole pour buyback. Et après, il pourrait augmenter le pourcentage vers les 100% à terme. Ça va dépendre de la communauté. Donc, quand est-ce que ça se voterait? Je sais pas. C'est juste, j'ai vu passer ce tweet-là. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, et puis après, bah, pour parler rapidement de Kaito. Kaito est sorti. Au final, on se disait un YAPS égale $100, clin d'œil. C'est pas vrai. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de prix par rapport au YAPS, puisque moi, par exemple, je devais être à $8 le YAP. Il y en a d'autres, ils étaient à $20 le YAP. En ayant fait que des tweets de mon côté depuis le début, pour être transparent avec vous, j'ai gagné 1650 Kaito, que j'ai dégagé à $1,20 contre des stablecoins. Donc j'ai pris quasiment $2000 juste pour avoir fait des tweets. J'ai également, en étant éligible à Kaito, pu profiter d'un mini airdrop sur le token de Story Protocol, qui est un truc spécialisé dans la propriété intellectuelle. Victor Crypto a fait une belle vidéo là-dessus. Donc j'ai pris 200 Story personnellement, ce qui fait à peu près $1000. Donc voilà, si vous êtes éligible à Kaito, vous êtes potentiellement éligible aussi à Story, et il y aura probablement des cadeaux pour les gens sur MegaETH, sur Berachain et d'autres écosystèmes. On sait aussi que Kaito propose un espace de badge de long-term holder pour les gens qui ont profité de l'airdrop s'ils ont vendu 25% au moins, donc qu'ils ont hold plus de 75%, ils ont un badge. Peut-être que ceux qui auront le badge, ils auront certains airdrops. On sait que ceux qui font du staking potentiellement auraient accès, en plus du yield, à peut-être d'autres cadeaux. Donc voilà, l'idée derrière ce jeton au final, c'est de se dire, ils vont faire plein de partenariats stratégiques avec plein de projets de l'écosystème, et que potentiellement tu pourras avoir une sorte d'airdrop season lié à Kaito pour ceux qui ont eu des yaps ou ceux qui vont farmer des yaps après, puisqu'il y aura d'autres airdrops. Donc voilà. Moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Bah, vous l'avez compris. Moi, le jour où il est sorti le token, j'ai tout déchargé. J'ai même pas gardé un seul token parce que je me suis dit. Même pas pour la gouvernance. Même pas pour la gouvernance. Désolé, Artem. Et peut-être que je me suis trompé, hein. Mais c'est comme ça, c'est tant pis. Les stories, je les ai gardées. Voilà, histoire. Moi, en fait, c'est simple, je comprends pas la proposition de valeur. Et je vois pas. En fait, Kaito, globalement, c'est tous les influx qui ont un airdrop, pour faire très simple. Je l'ai eu aussi, un tout petit airdrop. Et en fait, je comprends pas pourquoi des gens voudraient acheter du Kaito actuellement. Ouais, à part croquer d'autres airdrops. Pour moi, c'est pour croquer d'autres airdrops, hein. C'est tout. Hein. Ouais, mais c'était pareil avec Celestia, c'était pareil. Exactement. Ça dépend à quel point tu trustes le process. À chaque fois, on te donne une carotte et on te tend une carotte, on te dit vas-y, t'inquiète. Bah moi, je lis tout, hein. Je lis pas mal de gens qui ont tout décaissé en mode, je me retourne même pas, je m'en bats les couilles. C'est le cas de Zeller, c'est le cas de moi, d'un liquidity provider sur Usual que je suis aussi. J'ai vu aussi Brice, tu sais, Token Brice, ouais. Qui lui est plutôt optimiste de ce que je comprends. Joestar plutôt optimiste aussi, donc j'ai les deux sons de cloche. Moi, c'est juste, franchement, personnellement, je vois pas la valeur. J'ai dit ciao. Et puis si ça monte sans moi, j'en mourrai pas. J'ai gagné 2000 balles en faisant des tweets. Hein, donc j'ai envie de te dire, en bas les couilles. Ah, c'est plus que ce que Twitter nous a jamais payé. Enfin, même 2000 balles en Kaito et encore quasiment 1000 balles sur Story. 3000 balles pour faire des... Non, en fait, le truc, c'est que peut-être il y a des gens qui sont plus renseignés dans le chat, mais pourquoi acheter ça? Non, mais c'est pas méchant, c'est genre vraiment... Parce qu'en fait, la Social Fi, ça a jamais décollé, ça s'est jamais valorisé, capitalisé. C'est un jeton qui a été surtout airdrop à des influenceurs qui ont majoritairement dump, comme toi, comme moi prochainement, je suppose, comme beaucoup de gens. Et je suis en mode pourquoi des gens auraient envie d'acheter ce jeton? Quel est l'intérêt derrière? Pourquoi? Comment ça va s'interconnecter? Peut-être que je suis trop en mode mid-curve, hein. Mais moi aussi, je comprends pas, en fait. Non. Et puis après, derrière, on avait la même discussion par rapport à une certaine manière avec Story. Moi, Story, j'ai pas assez dig et ils ont levé avec des gros fonds et il y a plein de gens qui en disent du bien. Mais encore une fois, je vois pas, cette narrative ne s'est jamais, moi, je comprends pas. Peut-être que, il y a plein de trucs à 1 milliard qui sont, à mon sens, beaucoup plus utiles et là, je sais pas, c'est juste parce que c'est le launch, parce que je comprends pas un truc, etc. Mais faut que je dise en vrai. Même chose que toi.
Mais de toute façon, en fait, c'est lié à mon sentiment global des altcoins, c'est que pourquoi garder ces merdes? Alors Story, je le fais pour le fun presque. En fait, si je les perds, je les perds. Mais pourquoi garder alors que Ether, Sol, Sui, Hyperliquid, Bitcoin existent, tu vois? Oui, tu peux toujours dire ouais, ça va faire fois. Et là, 4 milliards de FDV, tu veux que ça fasse fois combien? Fois 10? Genre mode Story, ça va à 40 milliards là? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi. Donc même à 4 milliards, est-ce que je devrais même pas les décaisser? Franchement, la question se pose. Donc voilà, il se passe toujours plein de choses sur ce marché, des trucs plus ou moins intéressants, et je terminerai sur la partie fonda sur le métaverse de Ape, qui s'appelle Otherside, qui a fait un record du nombre de joueurs connectés en même temps sur un serveur. Historiquement, c'était PlanetSide qui a fait à peu près presque 1200 joueurs en même temps. Eux ont réussi à monter à, tenez-vous bien, 2197 joueurs en simultané. C'est-à-dire qu'ils ont designé les textures, le serveur, etc. pour que vraiment il y ait un gros paquet de joueurs. C'est une grosse prestation technique. Maintenant, au-delà de la prestation technique, est-ce qu'il y aura de l'intérêt qui va se créer? Je demande à voir. J'avais oublié que j'avais des NFT, je passais presque une bonne journée. Ah oui. Mais moi qui pensais que t'étais en dehors des crypto-monnaies, pourtant. Putain, les gars, je vous ai menti, la dinguerie. J'ai carrément, je les avais oubliés. Donc j'ai carrément oublié de les vendre. Voilà. Et du coup, belle prestation technique. Et j'aurais terminé là-dessus. Donc dans les gainers de la semaine, Sonic, toujours intéressant à surveiller de ce qui se passe niveau DeFi. Story parce que ça vient de sortir et qu'en fait, je pense qu'ils ont tout simplement extrêmement bien timé leur partenariat avec Kaito et qu'ils ont sucé un peu le buzz de Kaito. Mais est-ce qu'il se passe des trucs sur Story actuellement? J'en ai pas bien l'impression. Et Celestia, il y a une espèce d'anticipation par rapport au mainnet de Movement notamment qui pourrait poster de la data sur Celestia, d'Eclipse et tout. Donc il y a des gens qui se disent ça y est, Celestia avec la DIA de Celestia, il pourrait y avoir un petit effet de réseau. Moi franchement, je demande à voir. Je surveillerai ça avec attention, mais je me sentirais pas d'aller sur Celestia alors qu'Eigen existe. Après c'est mon avis. Tu veux que je te montre un truc? Ouais, tu peux y aller. Hop, voilà. Je viens de voir, mais en fait, OpenSea 2.0, on peut y accéder. Ok. C'est la première fois que je le vois, voilà. Donc, je voulais juste vous montrer ça pour que tout le monde voit, genre à quoi ça ressemble. Mais du coup, c'est un big blur, quoi. C'est un big blur, mais voilà. Sachez que maintenant, si vous allez sur OpenSea, vous avez la version 2.0 qui est dispo. Voilà. Je sais pas si ça intéressera beaucoup de gens, mais j'ai découvert le truc. C'était plutôt beau, plutôt fluide. Donc, voilà, n'hésitez pas à checker. Au moins, je sais où vendre mes NFT maintenant. Mais moi, je crois que mes NFT, frérot, je vais les hold jusqu'à ce que mort s'en suive, frérot. Ils auront raison de moi. Bah ouais, mais c'est ce que doivent faire beaucoup de gens. Je les prendrai dans ma tombe. Donc écoute, on a une belle émission. Encore une fois, merci beaucoup à Bitpanda de soutenir cette émission. Vous avez les liens utiles pour vous créer un compte sur Bitpanda et Bitpanda Fusion, bien sûr, en description et en commentaire épinglé. On se retrouve très vite sur la chaîne de Coin Academy pour des nouvelles vidéos. On a une vidéo qui arrive sur Hondo. Vous avez aussi une vidéo qui devrait arriver sur MegaETH. On a des nouvelles analyses fondamentales dispo sur le site. Et si vous voulez suivre l'actualité chaude très rapidement, vous avez aussi Coin Academy AI, qui est notre nouveau Twitter pour automatiser tout ça. Je vous embête aussi, mais on a sorti vraiment... Là, on parle des prochaines vidéos. Mais en soi, on a sorti des vidéos vraiment sympas dernièrement. Je pense notamment à la vidéo sur Hyperliquid. Ouais, je vais remettre mon écran vite fait. Hop. Voilà. Non, vous voyez mon écran. Mais voilà, on a sorti des vidéos qui sont assez sympas. Celle-là, elle était sur Hyperliquid. Bon, encore une fois, ça me tient à cœur, mais je vous la mets. Si jamais ça peut vous servir. Aussi. Celle sur Base, elle était extrêmement bien aussi. Pour vous parler de l'airdrop, je vous la remets ici. Et pour ceux qui veulent suivre la chaîne, je vous la mets encore une fois dans le chat, ici. Vraiment, on publie plein de trucs très cool, en fait. Des trucs assez différents, à la fois du farming d'airdrop, à la fois de la masterclass, à la fois des vidéos dédiées sur des protocoles, genre comme HL, mais on a fait d'autres auparavant. Donc il y a plein de vidéos qui sont très cool, n'hésitez pas à aller les checker, et en tout cas j'espère que ça vous permettra d'apprendre des choses, tout simplement. Merci beaucoup, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission en live bien sûr, et à très vite pour de nouvelles aventures crypto. Ciao tout le monde.